Bonjour. Bonjour à tous. Elle est où la caméra? Elle est là. Bonjour. Elle est où? Elle est là, elle est Elle est là. là, comment ça On en a marche? même une deuxième pour vous Parfait. montrer un petit peu ce qu'on a présenté aujourd'hui. Merci Shkampu déjà qui met le lien pour Defcon 1. On dit Defcon 1, hein. Defcon 1, ouais, on prononce à l'américaine. Et puis de toute façon, tu vas même nous expliquer ce que Bien c'est. sûr. Nous sommes en compagnie de Florian. Bienvenue. Merci, très Et, content d'être là. et tu es là avec nous parce que justement, tu es auteur de jeux, C'est de ça. société, et c'est le premier jeu de société, il me semble, que tu fais. Tout à fait, c'est le premier. Et du coup, tu te lances un petit peu dans cet univers du jeu de société, et tu as un profil un petit peu atypique. On va revenir là-dessus. D'abord, je vais saluer les gens qui nous ont rejoints, dont Mamizazin qui a mis un petit proms, et Shkampu qui est un de nos modérateurs et qui va partager les liens habilement. Super. C'est incroyable, il est Ouais, assez c'est une puissant. team de fou, quoi. Tu peux lui dire un truc, et paf, il y a un lien derrière, et ça, c'est assez chouette. Salut Augustine, salut Chapik Fort, salut Merlino, Salut à tous. Saël Willow, Fanific, bienvenue. J'attends mon pledge avec impatience de celui-ci, Ça Saël. va arriver. Ça Voilà. arrive bientôt. Ça va arriver en retail aussi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, de toute façon, je mélange un petit peu, mais de toute façon, on va expliquer petit à petit comment ça s'est présenté le jeu, parce qu'il est passé par une campagne de financement participatif, et du coup, là, on est en plein dans la période où justement le jeu, en fait, il sort, il est envoyé chez les gens, C'est et ça. il va être distribué C'est aussi ça. en boutique pour les gens qui ont loupé le... Voilà, tout à fait. Ça part de partout. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Florian, donc toi, tu es à la base pas vraiment joueur. Pas joueur de jeux de société plus que ça. C'est-à-dire que je suis un gros joueur de jeux vidéo. Je fais beaucoup de jeux de figurines fantastiques, hein, Warhammer, Ouais. Warhammer 40 000. Un petit peu en compétition, voilà, donc c'est plutôt mon univers. Et après, j'étais un gros joueur de risque. Mais Le vraiment, fameux voilà, risque que vraiment tout le un monde connaît. très gros joueur de risque. Ah ouais, très gros Ah joueur ouais, dans le très gros sens où, joueur. Beaucoup, beaucoup de parties. Je sais pas, j'ai pas dans le trop. cadre familial Voilà, ou... familial, on Ah ouais. jouait avec les frangins, le papa et tout, et avec les cousins. Enfin, gros joueur de risque. Et puis au bout d'un moment, bah, quand on commence à grandir, il y a une petite frustration qui naît dans le risque quand même, parce que voilà, c'est un jeu avec tout le respect qu'on lui doit, qui a quelques petits manquements par rapport, on va dire, aux mécaniques Oui. modernes. Donc beaucoup d'aléatoires, on aime, on n'aime pas, moi je sais pas ce que je préfère. Et puis surtout, je voulais mettre du storytelling derrière tout ça, parce que risque, c'est assez impersonnel. On a Ouais. une carte du monde, bon, on n'a pas vraiment de background, on sait des fois pas vraiment à quelle époque ça se passe. Mm. Bon, à part les risques thématiques, évidemment, moi Oui, je parle c'est vraiment ça. du risque classique. Et du coup, j'ai d'abord voulu modifier le risque, hein, tranquillement. J'ai dit, tiens, je vais modifier un peu les règles, je vais faire ci, faire ça. Avec ta boîte de risque chez Ouais, toi, c'est ça, j'ai tu te commencé dis, à bidouiller. tiens, J'ai dit, est-ce que je rajouterais pas des bah règles ou je ouais, changerais je des me trucs? suis dit, bah, je suis pas plus bête qu'un autre, hein, je vais bidouiller un peu. Et en fait, d'abord, je partais sur la Seconde Guerre mondiale, classique, efficace, quoi. Bien sûr. Et puis après, je voulais de l'arme atomique. Et c'est vrai que l'arme atomique, c'est plus pratique pendant la guerre froide. Et en fait, après, je me suis rendu compte que la guerre froide, elle est vraiment très pratique pour faire un jeu asymétrique. Et c'était aussi un de mes objectifs, avoir des factions asymétriques. Parce que la guerre froide, c'est tellement foisonnant. Ouais. Et en plus, les blocs sont très marqués. On va dire, les clichés se vérifient pendant la guerre froide. Ok. Donc c'est intéressant pour un jeu asymétrique de pouvoir jouer sur ces clichés. Ça met les joueurs, ça immerge les joueurs et tout. Et bon, voilà, en fait, c'est assez facile de trouver de la matière pour alimenter le gameplay. Sachant que quand tu te lances dans ce projet, t'as aucune envie au départ de l'éditer, c'est Ah, pour pas ton du plaisir tout. perso. Ah non, c'était pour jouer avec mes amis et puis ma famille. Et puis au fur et à mesure, bah, ça prend forme. Je commence à partir finalement sur un jeu indépendant. Et puis bah voilà, hein, ça travaille. Puis un jour, il y avait quand même des gens qui, après avoir essuyé les plates, les pauvres, hein, je les salue, et avoir testé les premières versions qui étaient bien différentes, des gens nous disent, et notamment ma mère qui me dit, mais présente-toi un éditeur, fais l'effort. Et puis on se dit, bon, on hésite, on sait pas et tout. Puis finalement, je le fais, voilà. Et puis une réponse rapide, et puis voilà, l'aventure était lancée, quoi. Comment tu t'es lancé, en fait, via les éditeurs, t'as cherché un petit peu quel serait l'éditeur qui aurait une ligne éditoriale qui pourrait coller à ton jeu? En fait, c'est particulier. Si j'ai bien compris, parce que j'ai pas connu ça, il y a beaucoup d'auteurs de jeux qui vont dans les salons, Ouais. qui essayent d'alpaguer les éditeurs en leur proposant leur prototype et tout. Je pense que c'est laborieux, je pense que c'est difficile, et moi j'ai eu la chance de ne pas avoir à faire ça. En fait, ce que j'ai fait, j'ai pris le parti complètement inverse. Je me suis dit, les éditeurs n'ont pas de temps, donc j'ai fait des vidéos YouTube très courtes Où t'expliquais où le jeu? j'explique vraiment, je présente le jeu vraiment très rapidement. Ok. Après, j'ai fait une vidéo un peu plus longue où je présente un peu les blocs et tout. Et après, j'ai fait un mail avec un PDF avec on va dire, les avantages et inconvénients que je voyais à mon jeu, avec un court résumé, avec les règles, et j'ai envoyé ça. Alors évidemment, j'ai d'abord envoyé ça à des éditeurs qui étaient très ciblés par rapport à leur ligne éditoriale, parce que c'est un gros jeu, c'est pas... Ouais, c'est un jeu Ouais, wargame, donc tout le monde... ouais, tout le monde ne s'intéresse pas à ce genre de jeu. Et puis après, le lendemain, je crois que j'ai un peu spammé à tout le monde, mais toujours est-il que Asynchron, qui m'a répondu, était dans la shortlist de départ par rapport à sa ligne éditoriale, évidemment.
Donc moi, ça s'est passé vraiment à distance, en fait. Le projet le plaisait, ils ont dit Ouais, ok. voilà, c'est ça. En fait, c'est une Ça, c'est... question de timing, parce que Asynchron cherchait un jeu sur le thème de la guerre froide, avec de la symétrie, parce que bon, c'est quelque chose qu'il aime bien aussi. Mais c'est Olivier. improbable. Oui, oui, c'est ça. En fait, T'es là au bon moment, quoi. ouais, c'est ça, vraiment du bol. Et du T'as coup, vu de la lumière, tu fais ouais. attendez, j'ai exactement ce qu'il vous Ouais, faut. mais j'ai ce qu'il faut. Et du coup, voilà, ça s'est passé comme ça. Et on est rapidement tombé d'accord. En fait, le jeu, quand je le présente, il y a encore beaucoup de travail. Hein, il a vraiment beaucoup changé par rapport au début. Mais bon, moi, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il a vu qu'il y avait eu beaucoup de travail, beaucoup de documentation. Oui. Parce que le jeu était déjà très documenté. Et pour en avoir parlé avec d'autres auteurs, on est d'accord sur un point, c'est que finalement, le plus dur pour un auteur, c'est d'être capable d'aller au bout du projet. Parce que des idées, des bonnes idées, tout le monde en a. Tout le monde peut en avoir. Mais est-ce qu'on est capable de tenir sur la distance, de faire le travail de documentation, d'absorber le côté chiant de la création? Ouais. Hein, parce que c'est pas que le côté rigolo, il y a beaucoup de choses à faire Bah, sur tout un ce jeu qui est d'histoire. l'équilibrage, Voilà, etc. l'équilibrage, on en reparlera, je pense, longuement. Il y a beaucoup de choses à faire et je pense que l'éditeur doit sentir que l'auteur est capable d'aller au bout. Mm. Et ça, je pense que le message était passé et que voilà, c'est pour ça aussi que ça a matché. Et donc, on nous dit dans le chat, je trouve que c'est tellement plus intéressant la guerre froide plutôt que la Seconde Guerre mondiale qui est déjà bien trop exploitée. C'est vrai. Et Alors, ouais. Alors, je suis d'accord, complètement, parce qu'il y a une surexposition de la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est sûr que c'est le conflit phare que tout le monde apprend à l'école Ouais, par aussi. cœur et tout. Et il y a surtout un gros problème, entre guillemets, avec la guerre froide, c'est que la guerre froide, elle n'a pas éclaté, en tout cas, c'est un peu plus compliqué que ça, mais Oui, il ouais. n'y a pas eu de confrontation directe entre C'est ça. l'URSS et les Américains. Donc, ça peut paraître plus difficile de faire un jeu de conquête stratégique sur le thème. C'est pour ça que moi, je m'en suis affranchi. J'ai fait un jeu uchronique qui part sur une base historique et qui part complètement au-delà de ce qu'a été l'histoire. Mais pour autant, c'est vrai que la guerre froide, avec ses multiples conflits périphériques, elle est de toute façon exploitable, même sans uchronie, on va dire. On nous dit, il y a Martin Wittberg qui dit la soupe froide aussi, c'est super intéressant et trop peu exploité. Ouais, peut-être un prochain jeu, voilà. On nous disait aussi, qu'est-ce que ça veut dire DEFCON? C'était la question de tout à l'heure. Il y a Ridley qui a déjà un peu expliqué, mais tu peux nous réexpliquer qu'est-ce que c'est DEFCON 1? Je lis c'est exactement ça. En fait, DEFCON, c'est dans l'imaginaire, c'est un petit peu le niveau de l'horloge de l'apocalypse. Plus ça descend vers le 1, plus la guerre nucléaire est proche. C'est un tout petit peu plus compliqué. En fait, c'est le niveau d'alerte des forces américaines. C'est-à-dire que à DEFCON 5, tout est normal. Le temps de réactivité de l'armée américaine est calé sur ce qu'elle est d'habitude. D'accord. Et au fur et à mesure qu'on va descendre dans les DEFCON, en fait, l'armée américaine va être de plus en plus capable de réagir rapidement. Par exemple, c'est une histoire de délai jusqu'à ce que des avions décollent. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'en DEFCON 1, ce qui est prévu, c'est qu'il y a déjà des bombardiers en vol avec des bombes nucléaires. Ah oui, Voilà. donc t'es vraiment, c'est à la Voilà, seconde c'est à la la seconde réaction, quoi. avant. Donc c'est vraiment ça, c'est une c'est un augmentation curseur, du c'est une niveau échelle. d'alerte. Ouais, c'est un curseur qui augmente en fonction des événements internationaux et qui va définir à quel point les Américains sont capables de réagir vite. Donc en fait, c'est une montée en puissance logistique, Ouais. le DEFCON. Et je trouvais que c'était parfaitement dans le thème. En plus, c'est visuel, il y a les 5 couleurs et tout. Oui, Ça- parce qu'elles ont des couleurs, du coup, c'est niveau. Voilà, donc c'est Et très, très DEFCON bien. 1, c'est le moment où ça pue, C'est le quoi. moment où c'est pas bon, ouais. C'est généralement C'est pas déjà bon. arrivé Non, c'est Non, jamais arrivé. alors je veux pas te dire de bêtises, mais je crois qu'ils sont passés en DEFCON 2 pendant la crise de Cuba, Ouais. mais uniquement pour les forces stratégiques, justement. Les D'accord. forces stratégiques, c'est les forces qui sont censées balancer la bombe. Je crois, hein, c'est DEFCON 2 ou 3 pendant la crise de Cuba, mais je crois que c'est 2. Et du coup, il y a bien quelqu'un qui va vérifier sur Wikipédia. mais voilà, effectivement, on n'est jamais arrivé à DEFCON 1, heureusement. Heureusement, ouais. Voilà, donc c'est ça que ça veut dire. Et cette échelle, en fait, elle a un vrai impact dans le jeu, puisque dans le jeu, il y a une échelle DEFCON. Je pense qu'on parlera peut-être plus longuement du gameplay Oui, après, ouais. avec une échelle DEFCON qui simule le niveau de tension internationale et qui permet ou non aux joueurs de faire des actions plus ou moins offensives. Donc ça Ok. vraiment, c'est pas juste un nom, ça a vraiment une vraie mécanique derrière qui est centrale au niveau du jeu. D'accord, ok, ouais, C'est donc. pour ça que le nom s'est imposé de lui-même aussi. Ok. Parce qu'on s'est servi de l'échelle DEFCON pour calibrer la menace dans le jeu. Au niveau de l'illustration, là, on voit DEFCON 2, on nous dit donc pendant la crise des missiles. de Cuba et la guerre apparemment, du Golfe. La guerre du Golfe, ça je ne Ok. savais pas. Voilà. Le jour où on est DEFCON 1, on est très très mal. C'est vrai, Effectivement, ouais, je ouais, pense que ça ouais. craint du boudin. Mais c'est une Ouais. échelle uniquement C'est américaine. purement américain, ouais, voilà. Après, évidemment, dans un contexte de guerre froide, les États-Unis c'est central et ça me paraît tout à fait logique de prendre. J'ai pas poussé le chauvinisme jusqu'à mettre un nom français. Parce que, alors ça, on en reparlera aussi, mais c'est très cocasse par rapport à la réaction de certains étrangers, notamment américains, qui comprennent pas qu'il y a la Chine et la France dans le jeu. Et le mouvement non aligné, bon, ils savent pas du tout ce que c'est, ils comprennent pas. Parce que pour eux, la guerre froide, c'est URSS contre les Américains, alors qu'en fait,
c'est toute une mécanique finalement, ça concerne la totalité du monde et surtout, ça s'imbrique avec notamment les guerres de décolonisation. Donc la France et les non-alignés, Ouais, là, ouais. dans ces mouvements-là, dans cette thématique, ils ont toute leur place parce que, je veux dire, avant la guerre du Vietnam, il y avait la guerre d'Indochine. Voilà, donc, Mm. il y a plein de petits points comme ça qui font que c'est tout à fait justifié d'élargir en fait la vision de la guerre froide à l'ensemble de la planète et donc quasiment à l'ensemble des forces en présence à l'époque. On dit en France, c'est une toute autre échelle. Oui, alors Mm. j'avouerai que je ne connais pas comment ça fonctionne en France au niveau d'alerte. Donc, On a les plans Vigipirate, par exemple. ouais, c'est pas pareil, ça c'est au niveau intérieur, au niveau extérieur, je sais pas comment ça marche. Au niveau de l'illustration, alors je sais pas si on se rend compte, mais je pense que oui, on est sur un rendu un peu de gouache. Je sais pas, enfin c'est vraiment, on dirait que Ouais. ça a été fait au couteau. Je sais pas comment on dit au niveau des coups de peinture, mais on a des gens qui travaillent comme ça avec un couteau, je crois, Je hein, vois ce que tu veux dire, ouais. il me semble. En fait, c'est simple, ça ressemble à C'est de la très beau. gouache, c'est juste parce que en fait, c'est juste une toile, c'est normal. En D'accord. fait, c'est un tableau qui a été peint par Danny Dead, donc si je dis pas de bêtises, c'est un artiste messin, en tout cas aux dernières nouvelles, donc qui a reçu pour mission de faire l'illustration, qu'il a peint sur une toile, et ensuite cette toile, elle a été prise en photo par un photographe professionnel avec une pose très longue, Ok. pour garder une haute définition. C'est pour ça qu'on arrive à voir effectivement tout le grain Ouais, c'est ça. de la peinture grâce à cette longue pose photographique. Et donc c'est bon, c'est magnifique, hein. On n'a que des excellents retours sur la couverture, c'est superbe, c'est très épuré, mais c'est magnifique. Et donc voilà. C'est vrai que c'est un parti pris sur une couve de pas mettre le nom du jeu. Alors on le retrouve, Ouais, tout sur la tranche, on bien sûr. retrouve tout là sur la tranche, mais et puis aussi au dos, hein, bien sûr. Mais c'est vrai j'aime bien en fait ce parti pris Moi j'aime beaucoup aussi. de l'objet. Mm. Finalement, quand on achète un jeu de société, il y a ce côté très objet. C'est un truc qu'on discute beaucoup aussi sur nos lives. Quand on achète un jeu, il y a 50% aussi t'as un bel objet ludique. C'est vrai. Ben, Un Olivier, artiste. il avait fait un post comme ça sur Facebook où quand il avait posté la couverture, il avait dit est-ce que finalement le jeu de société c'est un objet de culture et d'art à proprement parler. Je trouvais que c'était intéressant comme réflexion parce qu'effectivement, c'est une œuvre d'art qui est sur la couverture pour le coup. Et effectivement, ça peut être exposé dans une bibliothèque, ou peu importe où on range ses jeux, aussi pour la beauté de la chose. Donc je trouvais que c'était intéressant. Et après, c'est des choses qui coûtent de l'argent, c'est des choses qui prennent du temps et tout. C'est un parti pris de l'éditeur d'aller sur du premium, c'est pas évident quoi, hein. C'est pas évident à gérer, on va dire, en production et tout. Mais bon, moi je trouve que ça apporte un réel plus Bah, à l'objet quoi. ouais, pour moi, c'est hyper important. Et puis, on le voit, de toute façon, il y a aussi cette culture de partager sa ludothèque. Beaucoup de gens ont des Oui. ludothèques, là, on en a une derrière, enfin, ça rend bien. Et quand tu as Mm. ça chez toi, t'es content, en fait, d'avoir tes petits jeux que tu peux montrer, etc. Là, en cover, ça fonctionne super bien. Ouais. Est-ce que tu connais la personne qui... Ah non, le nom du photo... Ouais, tu disais, du coup, c'est un combo entre un artiste et un photographe, finalement. Le photographe, je connais pas son nom. Mais c'est étonnant de se dire que du coup, c'est rigolo qu'il y ait un double œil artistique. T'as le tableau et t'as la photo. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai que j'ai jamais pensé à C'est ça. Mais marrant. effectivement, le C'est photographe, assez rare. il a aussi produit quelque part une œuvre d'art en prenant en photo l'autre œuvre d'art. Et il y a ça sur un autre jeu de Bombix qui s'appelle Sea Salt and Pepper, où c'est des origamis. Donc il y a toute l'œuvre de faire des origamis et la mise en scène avec la photo. Et c'est C'est rigolo, vrai. tu vois, tu te Mm. retrouves avec deux trucs comme ça. Là, je monte le dos de la boîte qui présente un petit peu. Donc c'est un wargame. Donc, Ouais, c'est un War2, hein, c'est un peu plus léger qu'un Wargame, ouais, Ouais. mais c'est effectivement dans un jeu de conquête stratégie. Alors, j'ai dit dans l'interview de ton collègue, hein, Oui. l'interview écrite sur Oui, Philibert, on a fait une petite... ouais, Alors, petite interview sympa, n'hésitez pas à la lire, les questions sont très pertinentes. je vais vous mettre le lien dans le chat. Oups là, je vais vous mettre le lien dans le chat, comme ça vous pourrez la lire, qui est assez chouette, où justement on avait envoyé par écrit des questions, pour que on ait un peu plus d'infos sur le jeu. Sur le jeu, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à l'interview aussi, à les poser. Donc en fait, ce que j'ai, enfin, on m'a demandé de définir le jeu dans l'interview, et moi ce que j'aime bien comme phrase, c'est de dire que c'est un jeu stratégie conquête à l'ancienne, Ouais. remis au goût du jour. Donc, et même ce qu'on avait mis dans la phrase, c'était j'ai voulu remettre le risque au goût du jour. Quoi. Ouais, voilà. Alors après, sans prétention, parce que je prétends pas. Non, Voilà, bien sûr, mais on est comme bien tu l'as d'accord. dit, en fait, c'était Voilà, oui, ta c'est base. comme ça que je le dis. Hein, c'est pas. Après, chacun jugera si c'est réussi ou pas. Mais je veux dire, le but, effectivement, c'est de dire, on refait un jeu de conquête, un jeu de stratégie, comme moi j'ai aimé quand j'étais jeune, avec des mécaniques beaucoup plus fluides, beaucoup plus modernes, avec des enjeux, voilà, effectivement, qui sont différents, avec un parti pris du non aléatoire et tout, évidemment, qui change tout le jeu. Mais il y a ce côté revenir un peu aux sources du jeu de conquête,
avec de la carte, hein, une carte Mm. du monde, de la conquête de pays. Et ça, pour moi, c'est très important aussi au niveau du storytelling, parce que j'ai eu l'occasion de le dire, c'est moi, je n'aime pas jouer à des jeux abstraits, j'aime quand il y a un vrai thème et quand je peux me faire une histoire quand Ouais. je joue. Et donc, c'est pour ça aussi qu'un jeu d'histoire, ça s'imposait naturellement, et ça évidemment déteint sur toutes les mécaniques du jeu. Parce que, donc, au final, ça n'a plus grand-chose à voir avec Risk, j'imagine, la version finale. Non. On est sur un jeu qui est à partir de 14 ans, si je dis Ouais, pas de 14 bêtises. ans. Ça dure à peu près 1h30, 2 heures les parties. 45 minutes par joueur. Donc en fait, D'accord. Et on peut jouer de 2 à 5. ouais, alors je vais en profiter puisque tu abordes le nombre de joueurs. On a eu vraiment un gros travail sur cette histoire du nombre de joueurs. Ok. Donc déjà, je vais éliminer tout de suite la question du mode solo, parce qu'en fait, à mon avis, hein, Ouais. ce genre de jeu de stratégie conquête à objectif caché, c'est franchement pas calibré pour jouer tout seul. Après, je dis pas que c'est pas possible de faire un mode solo, je dis juste que si on fait un mode solo, il serait complètement différent du jeu de base. Bah, en fait, quand tu es dans un jeu de conflit, parce que généralement aussi ce qui va définir tout ce qui est les wargames et les jeux de conquête, c'est cette confrontation directe entre les joueurs et joueuses, et t'as quand même un petit frisson. Oui, c'est ça. Quand c'est pas généré par une IA, ça peut, sur on des peut sur avec des un jeux bot, stratégiques. ça marche, ça. hein, il y a des jeux qui arrivent très bien. Après, quand c'est des objectifs complètement cachés, forcément avec un bot ça va être plus compliqué, parce que l'effet de surprise évidemment et l'effet calculatoire qu'on peut avoir par rapport aux objectifs des uns et des autres va disparaître. Donc on va dire un peu ce qui fait le sel, surtout des fins de partie, va disparaître. Donc bon, là-dessus on a rapidement dit qu'on n'en ferait pas. Par contre, on s'est vraiment concentré pour qu'à chaque nombre de joueurs, l'expérience de jeu soit vraiment optimale. Donc à 2 joueurs, en fait, ce qu'on a fait, on a fait un choc frontal qui peut jouer avec les 3 blocs majeurs. Hein. Donc les 3 blocs majeurs, c'est URSS, Alliance Atlantique et Mouvement des non-alignés. Donc les non-alignés, pour ceux qui percutent pas trop ce que ça pourrait être, c'est tous les pays finalement qui n'ont pas choisi de camp entre l'Est et l'Ouest. Alors dans le jeu, c'est un peu accentué parce que dans le jeu, effectivement, c'est un bloc homogène. Dans la réalité, c'était pas du tout homogène. Mais peu importe. Hein, là, c'est pour des soucis de game design. Le gameplay et le game design doivent évidemment prendre le pas sur l'histoire hein, quand on doit trancher. C'est ça. Ah oui, non, mais ça, là-dessus, je suis très clair. Et du coup, ce mode-là, on a resserré les paquets de cartes, on enlève certaines cartes pour que ce soit plus direct la confrontation. Et ça devient vraiment un jeu d'échecs en fonction des technologies qui sont choisies par les uns par les autres. Donc en fait, on arrive à le tenir en 1h30, on finit la partie, mais on l'a beaucoup testé ce mode-là, on en est vraiment très content parce qu'en 1 contre 1, à partir du moment où vous avez un collègue pour jouer ou une collègue, ça se passera très bien le jeu. Ouais, c'est en confrontation directe et très stratégique du coup. Voilà, c'est vraiment très bien. Après, à 3 joueurs, parce que une des raisons pour lesquelles je voulais modifier le risque, c'est le 1 contre 2, enfin le 2 contre 1 plutôt. Parce qu'en fait, quand on joue à 3 et 3, on est souvent à 3 autour d'une table. C'est vrai. Et ça finit très souvent en 2 contre 1. Dès qu'il y en a un qui faiblit un peu, les 2 autres lui sautent à la gorge. Ou à l'inverse, quand quelqu'un monte un petit peu trop, les 2 s'allient contre. Et ça, c'est un vrai problème dans certains jeux et ça cause beaucoup de frustration aux joueurs, surtout sur un jeu qui est un peu long quand même. Ouais. Donc, du coup, on a fait un cercle de la mort. C'est très simple en fait. Hein. C'est A qui attaque B, B qui attaque C, C qui attaque A. Okay. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a chaque fois un ennemi et quelqu'un qui nous attaque. Donc, naturellement, la partie s'équilibre et à 3, c'est vraiment très très bon. Ça fonctionne vraiment bien. Alors, à 3, on va mettre 2 heures et quart à jouer la partie. C'est vraiment vraiment sympa. À 4, là, c'est beaucoup plus simple. Hein. Soit on fait le mode stratégique classique avec des objectifs cachés, ou alors il y a aussi des petits scénarios qui sont disséminés, qui peuvent être sympas à 4, notamment le 2 contre 2, avec un qui prend les 2 nations communistes. 2 qui prennent les 2 nations communistes et 2 qui prennent les 2 nations capitalistes. Et puis là, l'objectif, c'est beaucoup plus direct, c'est juste de prendre une des capitales adverses. Donc c'est pas mal aussi pour commencer à jouer, parce qu'il n'y a pas la notion d'objectif à gérer, donc ça peut être sympa. Et à 5, c'est le mode stratégique qui prend le pas, quoi. Donc voilà, vraiment, qu'on soit 2 ou 5, le jeu, il tourne vraiment très bien. Donc là, on voit un peu sur l'image, ça c'est la carte sur laquelle on va évoluer, qui est tout simplement notre belle planète. Et on voit un petit peu plus justement les différents territoires. Tu disais du coup la France, l'URSS, on arrive bien à cerner le plateau. Tu voulais repartir sur pareil en fait, sur cette volonté de représenter, de faire au niveau du découpage, etc. C'est aussi inspiré du risque. Ou t'as rebalayé tout ça et t'es reparti sur un autre principe? Alors ouais, c'est intéressant comme question parce que c'est un double réponse. En fait, effectivement, du risque, j'ai gardé un grand principe qui finalement repris par plein de jeux, c'est l'adjacence évidemment entre les régions, les zones, ça fonctionne comme un risque. Les zones maritimes, ça c'est un grand classique aussi. Ouais. Je veux dire, avec effectivement une adjacence qui se crée quand on pose un navire, une adjacence se crée entre toutes les zones qui bordent la mer. Ça, j'ai rien inventé, hein, je veux dire, c'est ultra classique. Et ça fonctionne bien, donc on va pas le jeter si ça fonctionne bien.
Après, je reviens juste parce que j'ai vu dans le chat que quelqu'un faisait une remarque par rapport au fait que l'Europe soit pas placée au centre. Ah oui, ouais. Et ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose que j'ai fait dès le départ, en fait, avant même de travailler avec un synchron. C'est que, pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que, dans le cadre d'un contexte de guerre froide, l'Atlantique, ça va pas être vraiment la zone maritime où va se passer le plus de choses. Par contre, le Pacifique, ça serait forcément très animé. Donc j'ai choisi de couper en deux l'Atlantique, qui est forcément moins sollicité dans un conflit Est-Ouest. En plus, ça permet de mettre 3 blocs au centre de la carte. L'URSS, la Chine et non alignés sont au centre de la carte. En plus, ça permet de remarquer tout de suite au premier coup d'œil que les États-Unis vont avoir un problème à gérer d'entrée, c'est le fait que leurs blocs soient coupés en deux. Ouais. Et ça, c'est très important pour le joueur de l'Alliance Atlantique. Donc s'il peut le comprendre déjà visuellement, il gagne du temps. Et l'avantage aussi, c'est qu'on se rend compte que l'URSS et les USA en fait, sont collés l'un à l'autre. Contrairement à ce que nous, on a sur nos cartes de projection européennes, où on a l'impression qu'ils sont au bout l'un de l'autre. Non. Entre l'Alaska et le Chukotka, avec les îles Diomède, il y a 30 km entre les îles. Donc ils sont vraiment collés. Ils sont vraiment à côté. Et donc c'est une zone dans le jeu qui est chaude. Le Pacifique, il se passe toujours plein de choses dans le jeu. Alors que dans l'Atlantique, forcément, il se passe moins de choses. Après, sur les côtes africaines et européennes, c'est différent. Mais effectivement, vu que entre l'Europe, qui était alliée des Américains, et les États-Unis, il y avait quand même peu de chance, même si, bon, les puristes me diront, oui, il y avait la route rouge des sous-marins soviétiques qui pouvaient aller jusque devant la façade des États-Unis. Très bien, je sais. Après, on peut pas tout mettre dans un jeu, et à un moment, il faut trancher. T'es obligé de faire des choix. Voilà, et cette projection, elle a vraiment que des avantages pour moi. Et en plus, elle attire l'œil. Moi je trouve que c'est vraiment sympa et vraiment voilà, c'est une originalité du jeu. On peut ouvrir la boîte en fait, il y a la carte dedans, comme ça on verra la carte en vrai, j'allais dire, se rendre compte un petit peu du plateau. Là on est sur ça c'est la version qu'on retrouvera dans le commerce ou c'est la version... Exactement, ça c'est la boîte de base, donc c'est la version qui est proposée notamment par Philibert, donc avec dedans vous avez un livret des technologies, donc ça sert en fait à comprendre ce que peut faire chaque bloc au niveau de sa recherche technologique. Okay. Donc c'est pratique d'avoir un livre à part avec une petite jeu iconographique. Donc, c'est un livre en plus. C'est un livre en plus. C'est plus simple de devoir aller chercher dans les règles. Quand on veut savoir ce que fait une tech, on a juste à prendre ça. C'est un peu plus pratique. Ça c'est chouette. Ouais. Vous l'avez en anglais aussi parce que la boîte elle est franco-anglaise. Oui, j'avais vu au dos effectivement. Elle est franco-anglaise, donc pareil vous avez les règles en anglais et en français. Voilà donc les règles du jeu. C'est pas si épais que ça en fait. Non, ça va, non, le jeu est pas si compliqué. Le jeu il est dense mais il est pas compliqué. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Ensuite, la carte. Donc la carte elle est quand même assez grande. Bon, ça ne tiendra pas sur toute la... Non, on va... Mais c'est juste pour montrer des petits bouts... On va montrer, voilà, vous avez justement le détroit à la mer de Barents, entre l'Alaska et le Chukotka. Ouais, donc on est aussi... c'est normal d'avoir entre guillemets, j'allais dire, une grande carte, parce que faut quand même faire du conflit dessus. Voilà, donc, il faut qu'il y ait de la place, il faut qu'on soit à l'aise pour... Il faut une grande table. Il faut une grande table, ouais. Après, moi, je joue sur une table Ikea classique, ça passe très bien. Ça marche. Voilà, ça marche. Alors, petite subtilité, on peut le voir, il y a les noms russes qui sont écrits à l'envers. Enfin, à l'envers, non, parce qu'en fait, les joueurs sont placés autour de la table. En fait, le joueur soviétique sera toujours là, le joueur américain sera toujours ici, etc. Les places sont définies autour de la table. Donc on voit que tout a été fait. Mais comme c'est malin ça c'est Olivier qui a pensé à ça. Et même la France, regarde, elle se met ici, donc tout est dans le bon sens. Les noms français sont sur le côté de travers. Ça permet d'avoir vraiment une visibilité parfaite sur le plateau, quoi. Et puisqu'on est là à parler du plateau, j'aimerais aussi souligner la direction artistique. Donc on va revenir sur les artistes qui ont travaillé sur le jeu. Mais il y a vraiment, pour ceux qui connaissent, alors je parle aux plus vieux d'entre nous, ceux qui connaissent le film War Games, donc c'est un film des années 80 justement sur une accélération du Defcon suite à un piratage informatique d'un adolescent, bon bref, ça part en latte. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce film, on voit vraiment des écrans noirs et blancs, c'est les prémices de l'informatique, et on voit ces couleurs très vives sur un fond noir, et c'est vraiment ça qui a été retravaillé pour ce plateau. C'était l'inspiration en fait. Ouais, c'est une des inspirations, le film Wargame. Alors après, je sais pas si tu arriveras à trouver une image des fameux... des panneaux, des panneaux de la salle de contrôle. Ouais, regarde, là, t'en as une belle là. Ah voilà. Ah non, c'était pas celle-là. Là, regarde. Ah oui. Là, c'est vraiment ça. Donc si tu peux la mettre là, les gens ils vont tout de suite comprendre. C'est vraiment en partie ça qui a servi d'inspiration. D'accord, donc c'est cette photo-là qu'on voit ici, ça, avec par exemple, tous ces écrans... Voilà, ces écrans monochrome quasiment. C'est trop beau en fait. Ouais, c'est très très beau. Il y a ça, et on arrive bien à distinguer les différentes zones. Exactement, alors c'est vraiment caricatural, c'est tout rouge, c'est méchant. Bien sûr. Et c'est ça aussi qu'on a voulu refaire dans le jeu, c'est ce côté très visuel. Et c'est vraiment vraiment sympa. Et après, on a eu aussi une petite inspiration du côté d'un jeu vidéo qui s'appelle Defcon.
Ok. Où effectivement, le but là, c'est d'atomiser tout le monde à l'arme nucléaire. Et où on a aussi cette carte très épurée qui est monochrome quasiment pour le coup. Voilà, Ok. donc c'est ça un petit peu qui a guidé la La direction artistique. artistique. Ouais, voilà, Oui, parce qu'en plus, c'est quelque chose, c'est vraiment challengeant quand dans un jeu, tu dois avoir une iconographie qui soit claire. Ce que tu disais aussi sur le positionnement de la carte, pour que ça soit clair tout de suite pour celui qui joue. Oui, l'américain. Voilà, Ouais, c'est non, ça. c'est vrai Et que qui c'est se un disent, vrai ah, avantage. Finalement, avec du visuel, on fait déjà passer des éléments tactiques et stratégiques du c'est ça, jeu. c'est ça. Euh, En fait, c'est toujours pour faciliter le gameplay, pour que les personnes qui s'approprient le jeu et ils se disent ah d'accord, c'est bon, j'ai compris. Et puis même moi qui connais pas les règles, quand on voit certaines icônes, etc., tu fais ok, moi ça j'ai compris. ouais, voilà. On le voyait juste avant sur la carte. Il y avait, on voit en bas le curseur des Defcon. Enfin, je pense que c'est ça. C'est ça, tout à Et fait. du coup, on se rend compte que quand on arrive à 1, globalement, Oui, ça va c'est pas, terminé. ouais, c'est pas bien. Alors, c'est pas fini, mais c'est c'est pas presque fini, fini. Ouais. mais Parce c'est qu'en en fait, dans le mauvaise jeu, phase. l'utilisation des armes nucléaires, ça met pas fin au jeu. Les Ah, armes nucléaires, dans le jeu, elles servent finalement à passer là où tu as besoin de passer, à faire des trous. Là, il faut que tu fasses des trous pour finir les dernières conquêtes que tu as besoin de faire pour remporter la partie, mais ça n'arrête pas le jeu. Le but, d'accord, ok. c'est aussi de se lancer les bombes. Tu vas pouvoir. Ok, d'accord. Ouais, donc enfin, voilà, et c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'ici aussi on voit que ça c'est quoi? C'est la Et conquête la de course à l'espace. l'espace, ouais. Bien sûr, bah, un des grands enjeux en fait de cette guerre froide Ouais, aussi. et alors on l'a modélisé. Alors ça, pour le coup, autant le jeu, on a travaillé des... Il y a 1800 heures de travail sur le jeu, grosso modo. Parce que c'est un jeu qui a été. Parce que tu parlais avant de l'idée, etc. Mais ça fait combien de temps que. Alors chaque fois qu'on me pose la question, je bug, mais sur 3 ans tout seul. Et là, avec Asynchron, avec la campagne, enfin si on prend en compte toute la Oui, campagne, bien sûr. ça fait 4 ans. Donc ça fait D'accord. quasiment 6-7 ans, ouais, 7 ans quasiment. Ouais, c'est un projet Ouais, qui c'est un a. très très gros projet. Ouais. Bon, c'est des jeux qui nécessitent beaucoup beaucoup de travail parce qu'il y a une imbrication historique et tout qu'il faut prendre en compte. Ouais, bien Voilà, sûr. c'est compliqué. Après, mais alors ce que je veux dire, c'est que la course à l'espace, à l'inverse, a été une fulgurance. En fait, Ok. on a su, mais en une matinée, ce qu'on voulait en faire. En fait, ça permet de générer de l'influence. On dépense de la technologie pour gagner de l'influence. On gagne aussi des technologies le long de la course. Et surtout, ce qui est assez marrant, c'est que quand on dépense des pions de technologie et qu'on avance sur un programme qui n'est pas le sien, par exemple, l'américain fait le premier programme, c'est Sputnik, Ouais, lui va recevoir de l'influence, mais aussi le soviétique. d'accord. Ouais. Donc en fait, ça veut dire qu'en allant sur la course à l'espace, comme finalement, tout au long de la guerre froide, l'espace était le dernier espace de coopération entre les blocs, même au plus dur de la guerre froide, dans l'espace, ça se passait toujours, les relations étaient toujours courtoises entre les astronautes, et même entre la NASA et Roscosmos et tout, ça se passait correctement, même quand la tension était forte. C'était le dernier espace de paix, entre guillemets, entre les blocs. Et on a comme ça, cette façon de donner de l'influence aux autres blocs quand des fois on en dépense nous-mêmes, ça figure ça. Et on D'accord. trouvait ça vraiment sympa. Ouais, cette espèce de. Dans ouais, l'adversité, ça se Voilà, maintient. voilà. Et jusqu'au bout, même si c'est la guerre nucléaire, si tu dépenses un petit cube, tu pourras Tu donner peux de toujours. l'influence, voilà, C'est ça. C'est pas grave, en même temps, ils sont dans l'espace. Oui, donc, c'est ça, ils savent pas ce qui se passe en bas. c'est ça. Je reviens juste du coup sur les pions. Donc là, on arrive sur. Ouais, J'imagine. alors on a les marqueurs contrôle. C'est ce qu'on va positionner en fait sur la carte. Voilà, tout simplement. Quand maintenant, je prends un exemple, si l'Américain il va se faire son petit précaré en Amérique du Sud, donc on voit que c'est des zones secondaires en gris qui ne sont contrôlées par personne au début du jeu. L'Américain, s'il conquiert une de ces zones, il va poser un marqueur de contrôle américain, on sait que c'est à lui. Et c'est pour ça qu'il y a des petits ronds gris sur la map. Tout à fait, C'est alors, exactement là où tu vas placer tes voilà. petits pions. En Quoi. fait, on est parti d'un postulat très simple de une unité par zone. Il n'y aura jamais un amoncellement d'unités sur De une... plein. D'accord, ok. Il y a toujours une seule unité par zone. Et il y a même un emplacement pour cette unité Voilà. par zone. Ah oui, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas à comprendre. Il y a Ouais, un rond, c'est là qu'on met la marque en contrôle, c'est là qu'on pose les unités. ok. Donc c'est très visuel, encore une fois. Donc là, je vais un petit peu... C'est assez binaire. C'est soit il y en a un, Ouais, soit il y en a pas. Exactement. Donc, là, on a les couleurs de tous les blocs, qui marquent en contrôle. Ça, c'est des déstabilisations. C'est quand une de vos zones est déstabilisée politiquement. On y reviendra. Parce Ok. qu'on n'est pas obligé de faire des conquêtes par la guerre. On peut aussi faire des coups d'État, les déstabiliser et tout ça. C'est un peu aussi le principe. Enfin, dans la guerre froide, il y a beaucoup ça, quoi. Bien sûr. Et là, on a les tuiles technologiques donc, qui permettent de suivre sa course à la tech. Donc sa course à l'armement. Donc on a un peu tous les blocs qui sont mélangés. On en parlera peut-être un petit peu des blocs un par un après, mais c'est du beau matos. On a ici les unités. Donc, Souci du détail, il y a à chaque fois. Oui, Et à chaque fois, la petite encoche pour mettre son petit doigt, Ça, c'est parfait. pratique. Ouais. Et donc là, vous avez les unités. Donc en fait, en fonction de la puissance, on a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et en fait, pour les combats, c'est très simple. Un niveau 3 détruit un niveau 2 qui détruit un niveau 1.
Ok. Et c'est juste ça, il n'y a pas de jet de dés, il n'y a pas de personne table, détruit les on niveaux s'en fout, 3. voilà. Si, on peut on peut soit les bombarder, on peut les attaquer avec un autre niveau 3, mais avec le surplus d'un lanceur tactique. D'accord. Voilà, il y a des petites astuces comme ça dans le jeu. Voilà, on a des pions, ça c'est tous les pions d'unité. Et là, on a encore un petit peu... on a le gabarit atomique, hein, ça permet de voir la portée de la bombe. Voilà. Ah, c'est quoi? C'est son marrant. rayonnement quand... C'est ça, la portée en fait de la bombe. Ah, c'est Donc, quand tu lances la bombe. quand tu lances, on voit où est-ce qu'on peut la lancer. Ah oui, tu commences ici, tu la lances, et là, c'est malheureusement l'endroit où elle atterrit. Et sauf si on a développé les sous-marins nucléaires, parce que là, quand on a les sous-marins nucléaires, on peut lancer les bombes où on veut. Ah oui, le sous-marin, il est indétectable, il lance où il veut. Voilà, c'est l'arme absolue. Ensuite, on a, on a les ressources, on a les pions... tous les pions en bois, du coup. Ressources, voilà, on a du rab de sachet. Pour ceux qui aiment bien tout en sachet. Pour ranger, voilà. Parce qu'on en parlait justement. C'est important d'avoir du sachet en rab. Là, on a les plateaux blocs en dessous, et là, on a des cartes, donc les cartes missions. Je vais en montrer quelques-unes. Donc là, c'est l'occasion de saluer aussi l'artiste. Donc l'artiste qui a... Je vais zoomer sur ces petites cartes. Qui a fait les cartes s'appelle Liz Fletty, donc c'est elle qui a dessiné toutes les cartes. Donc il y a vraiment des cartes qui sont magnifiques. J'aime beaucoup celle-là, par exemple, en clair-obscur. Enfin voilà. Ah ouais, c'est très très chouette. Il y en a beaucoup que j'aime, mais celle-là aussi... Et ça change de ce qu'on peut voir... Je montre celle-là, elle est marrante, Lady Liberty. C'est les non-alignés qui ont réussi envers les USA, donc ils ont un peu cassé la statue de la liberté. Voilà, donc il y a vraiment des belles illustrations, ça émerge vraiment dans le jeu. Les couleurs, c'est pour les typologies de cartes, c'est ça? En fait, c'est les blocs. Ah oui, d'accord, donc, ok. Ça, c'est les cartes qui concernent les non-alignés. Ici, c'est les cartes qui concernent l'Alliance Atlantique. Je peux vous montrer. Là, dans le paquet, là, j'ai encore de la Russie. Moi, j'ai la bombe SAR. Hein, voilà, et tout est... Il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte. En fait, tout le jeu est en unilangue. C'est-à-dire que, comme c'est un jeu qui est prévu pour être franco-anglais, il a fallu enlever tout le texte. À la base, il y avait des textes d'ambiance en dessous des cartes. Et c'est aussi un sujet qu'on peut aborder. On a remarqué au fur et à mesure des sessions de test, et même quand je joue avec d'autres gens à d'autres jeux, il y a finalement très peu de gens qui lisent quand ils jouent les textes d'ambiance. Bah en fait, c'est rigolo parce qu'une fois que t'as l'image, limite, tu regardes même plus ce qu'il y a dessus, quoi. Alors, c'est un peu dommage, parce que moi, j'aime beaucoup le background et tout, et c'est vrai que... Mais même moi, j'ai remarqué, en fait, que je lisais pas forcément toujours les cartes. Donc au final, ce qu'on a fait, on a tout déporté, tous les textes qu'on avait fait, on les a pas... Moi, je bégaye. On les a déportés dans un livret historique qui, lui, est fourni avec l'extension. D'accord. Voilà, avec la boîte d'extension. Le livret historique est fourni avec l'extension. Mais ça, à la base, c'était sur les cartes? C'était sur les cartes. Ah, d'accord. Après, j'en ai rajouté, forcément, comme j'avais plus de place. Oui, bien sûr. Donc en fait, en suivant le fil des missions qui sont classées par ordre chronologique dans le livret, on se fait une petite culture guerre froide. Voilà, c'est sympa, quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Ouais. Bon, après, sans prétention, hein, mais... Non, bien sûr. Mais oui, ça permet quand même d'éveiller un peu la curiosité. Exactement. Bah, je pense qu'il y a quand même des gens qui m'ont fait des retours là-dessus en disant « Ah, c'est sympa, ça permet d'aller voir telle ou telle anecdote et tout. » Par exemple, il y a une technologie américaine, c'est MK Ultra. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ce que c'était, et puis alors, ils vont voir d'eux-mêmes. Et en fait, MK Ultra, c'est un programme de la CIA, un programme secret de manipulation mentale. Donc ils ont travaillé avec des psychotropes et tout, sur des cobayes. Bon, ça, c'est vérifié, ça a été déclassifié, donc c'est pas des secrets. C'est pas des délires complotistes, hein, c'est des choses qui ont été admises par les Américains. Et donc, dans le jeu, la technologie MK Ultra permet de baisser la force d'une unité. D'accord. Voilà. Oui, donc en plus, mais j'imagine que... je suis curieux de savoir, est-ce que tu as trouvé d'abord l'événement et ensuite le pouvoir, ou est-ce que tu as d'abord trouvé un pouvoir et tu t'es dit à quel événement je peux l'associer? Alors en fait, il y a deux choses. Déjà, première chose, comme à la base c'était quand même le jeu pour moi que je l'ai fait, j'ai mis tout ce que j'aimais bien. C'est rigolo parce que franchement, les dernières interviews qu'on a fait, beaucoup de gens disent je le fais d'abord pour moi le jeu. Parce que j'ai envie de me faire kiffer. Moi, c'est le jeu dont je rêvais que tu cherchais, voilà, en fait. Tu t'es dit, bon, je le trouve pas, je vais le faire. C'est exactement ça. J'ai pas trouvé sur le marché un truc sur la guerre froide qui me convenait, je dis, bon, ouais, je le fais, quoi. Et en fait... C'est aussi simple. Alors, chez vous... c'est facile, faites-le. En 7 ans, c'est fait, vous inquiétez pas. Si vous cherchez quelque chose et que vous le trouvez pas, faites-le. Voilà. C'est une belle philosophie. Blague à part, n'hésitez pas à modifier les jeux, ils sont là pour ça. Il y a un truc qui vous plaît pas, vous faites une petite fiche de règles à côté. On s'en rend compte avec des jeux très populaires. Pour le coup, Risk, c'est un jeu très populaire, mais le Uno, le Monopoly, qui sont des jeux très populaire, personne n'a la même règle. Personne. Tout le monde se l'approprie et tu joues avec la règle qui te fait le plus. Moi, je suis persuadé que, alors bon, pour des jeux un peu techniques comme Defcon, je dirais, ne modifiez pas tout de suite les règles avant d'avoir pas quelques parties dans les pattes quand même. Ce serait incroyable que quelqu'un joue beaucoup à Defcon et il se dit bon, moi je voulais rendre Defcon, mais un peu parce que franchement il est pourri, je vais dépoussiérer, voilà.
Ouais, il revient en arrière. Il se revient en arrière. Non, c'est... Alors, pour répondre à la question quand même Oui, de base, pardon. parce qu'elle est très intéressante, en fait, c'est un mix des deux. Je fais des réponses de Normand à chaque fois, mais... En fait, donc d'abord, j'ai mis ce qui me plaisait, et j'ai sorti les mécaniques en fonction de de ce à quoi ça correspondait dans la vraie vie. Donc ça, c'est facile. Après, il y a autre chose. À un moment donné, quand on développe le jeu, pour des questions d'équilibrage, de gameplay, on a des choses qui passent pas. Et là, il nous faut quelque chose qui permet de fluidifier une mécanique ou de pallier un manque dans l'équilibrage d'une faction. Par exemple, je donne un exemple concret, les Américains sont très forts sur les mers, forcément, dans le jeu, et les Soviétiques sont à la peine. Par contre, à un moment donné, il fallait quand même qu'au moins sur un combat, les Soviétiques puissent battre un porte-avions américain. Et bah là, je suis allé chercher, et là j'ai trouvé les magnifiques torpilles hypersoniques, les torpilles Shkval, je prononce très bien, qui en fait sont des torpilles à hypercavitation. En fait, elles créent une bulle d'air autour de la torpille, ça leur permet d'aller très très vite, les torpilles d'en haut. Et donc, là, j'ai dit, ah bah voilà, j'ai trouvé quelque chose pour combler mon manque de gameplay. D'accord. Donc en fait, et c'est ça qui est super avec la guerre froide. Avec la guerre froide, c'est tellement vaste, parce que ça se passe quand même sur 40 ans, même plus. C'est tellement vaste qu'en fait, on trouvera toujours quelque chose pour combler quelque chose qui nous manque dans le jeu. Ouais, à chaque fois, tu auras une technologie qui a été faite et qui colle à... En fait, c'est rigolo parce que ça veut dire que toi, ton processus créatif de dire ça serait cool qu'on puisse faire ça, eux ont eu la même piste de réflexion à l'époque de la guerre froide en se disant bon, attendez, comment on peut faire ça Ouais, c'est vrai, c'est un peu ça. C'est ça qui est étonnant de se dire que, bah oui, finalement, si tu y penses, quelqu'un y a pensé avant toi. Oui, c'est ça. Cette espèce de philosophie de... si j'y pense, normalement, quelqu'un l'a déjà pensé, et peut-être que quelqu'un même l'a déjà fait. Ça. Et puis après, il y a aussi ce qui a guidé le choix de certaines technologies ou de certaines missions, c'est aussi le design que je voulais donner à chaque bloc. Parce qu'évidemment, chaque bloc a sa propre personnalité, son propre gameplay. Oui, donc, parce que tu parlais d'asymétrie aussi. Voilà, il y a énormément d'asymétrie. Par exemple, si je veux que les soviétiques soient très forts sur la Terre, alors c'est bien de leur mettre plus de chars que les autres, c'est déjà le cas, ils ont plus de chars que les autres, mais je leur ai aussi rajouté un petit char expérimental qui résiste aux bombes nucléaires. C'est parce que ça pousse l'asymétrie, le joueur qui joue soviétique, il aura cette sensation de puissance sur la Terre qu'il n'aura pas forcément sur les mers. Ouais. Et inversement. Alors après, les mouvements non alignés, c'est plus la faction un peu horde avec plus de petites unités. Donc en fonction de ce qu'on choisit comme gameplay à donner à la faction, on va adapter les techs pour que ça rentre aussi un petit peu dans le cadre qu'on a voulu donner. Et ce cadre, je le dis encore une fois, il est très cliché. Et je revendique complètement le fait d'avoir joué là-dessus. Les Chinois, ils volent leur tech, voilà, ils font de l'espionnage industriel. Ils sont capables d'augmenter leur capacité de production en doublant la production de certaines usines. Voilà, c'est quelque chose, on va dire c'est du cliché, mais bon, déjà, c'est vérifié, donc c'est historique. Et puis après, tu l'exacerbes aussi bien sûr, pour que dans... On met une loupe sur ce genre de choses. C'est ça, pour que justement, ça soit intéressant en termes de gameplay dans un jeu. Voilà, exactement. Et puis bon, les Soviétiques, ils ont la bombe Tsar, c'est la bombe nucléaire la plus puissante du jeu, c'est eux qui ont la grosse bombe, voilà. Parce que finalement, d'ailleurs ça c'est très intéressant, parce que tout le monde s'attend à ce que les Soviétiques ils soient à fond sur l'arme nucléaire. C'est un peu une image d'Épinal... Alors qu'en fait, quand on regarde de près les doctrines nucléaires des deux pays majeurs, que les États-Unis et l'URSS avait une doctrine nucléaire uniquement défensive. Alors que les Américains, à un certain moment de leur histoire, avaient une doctrine nucléaire offensive, de frapper les premiers à l'arme nucléaire. Okay. Les Russes n'ont jamais eu ça. Donc en fait, c'est vraiment... le cliché prend le pas sur l'histoire, mais alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on joue avec le cliché? Ou est-ce qu'on respecte stricto sensu l'histoire? J'ai choisi le plus souvent le cliché. Parce que je veux que les joueurs... une grosse immersion dans le jeu, retrouvent un petit peu les standards auxquels on est habitué. Après, ça n'empêche pas que le jeu est historiquement très sourcé. Il y a plein de choses qui sont très pointues au niveau historique, mais parfois le cliché prend un tout petit peu le pas sur l'histoire parce que c'est un jeu. Ouais, c'est ça. C'est un jeu et il faut que les gens s'amusent. Et les gens adorent avoir la bombe Tsar avec les Russes. Voilà quoi, donc ils adorent avoir les paras avec la France, voilà. Alors qu'évidemment, dans un conflit mondial nucléaire, c'est pas les parachutistes du 13e RDP, avec tout le respect que je leur dois, qui vont changer l'issue du conflit. Dans le jeu, le 13e RDP peut faire gagner la France. D'accord. Voilà, donc, bon là c'est un peu technique, il faut que le joueur il soit bon, mais ça peut faire gagner la France sur le fil. Il y a ce côté-là aussi, quand on s'intéresse aussi un peu à la guerre froide, et justement tous les aspects historiques qui sont dans le jeu, c'est chouette, entre guillemets, de se dire, tiens, et si
justement, ces parachutistes, ils pouvaient faire quelque chose. Alors, ça n'a pas été le cas, mais là, dans le jeu, on va essayer de le faire. Et dans les jeux de conflit et dans les wargames, de manière générale, il y a ça aussi. De se dire, tiens, on va essayer avec la stratégie machin. Exactement. Est-ce que ça aurait pu arriver? Est-ce que ça marche? Est-ce que si ça je peut fais marcher? autre chose, ça peut marcher Ouais, aussi? c'est ça. Et bon, là, dans le jeu, on est complètement dedans parce qu'il y a tellement de façons différentes de gagner. Même avec le même objectif, on pourra gagner 3 ou 4 façons différentes. On pourra choisir. Les technologies vont changer en fonction de ce qu'on a envie de faire ou pas faire, ou de ce que les autres font ou font pas. Donc au final, on peut essayer plusieurs tactiques, voir est-ce que ça marche, est-ce que finalement, est-ce que j'arrive à envahir les USA avec l'URSS? Est-ce que c'est possible? Ouais. Comment ils auraient fait? Bah, dans le jeu, par exemple, quelque chose d'utile pour envahir les USA, c'est d'avoir une base arrière en Amérique du Sud, de contrôler Cuba et de contrôler la mer des Caraïbes. Bon, c'est assez évident, hein, je veux dire, mais on peut aussi se propulser à partir du Japon. Donc l'URSS peut descendre vers l'Asie du Sud-Est, prendre position dans les îles japonaises et lancer une attaque à partir de là. Donc il y a déjà 2 façons différentes, et il y en a d'autres, d'attaquer les USA, quoi. Donc c'est vraiment... c'est pas tout à fait un bac à sable, parce que les objectifs, Oui. les technologies, les missions vont guider le joueur quand même, c'est pas un bac à sable total. Par contre, une fois avec les outils qui sont donnés, les outils sont très larges, et donc permettent de faire plein de choses différentes qui vont... Aucune partie sera la même. Ça, c'est... Bon, j'ai maintenant plus de 100 parties en actif. Encore maintenant, je découvre des trucs, il y a des joueurs qui me font de ces machins, je dis, bah ça, j'avais jamais vu. Et ça, c'est vraiment cool, quoi. Ouais, c'est vraiment bien. Bah, c'est ça aussi, ce que donne l'opportunité dans un jeu comme ça, c'est qu'il y a tellement de possibilités qu'au final, tu peux toujours découvrir de nouvelles choses. Sur la guerre froide, j'imagine que tu t'intéressais déjà un peu au sujet, mais tu disais, en fait, finalement, tu as appris beaucoup sur la guerre froide en créant le jeu. Ouais, alors en fait, moi là-bas, je suis passionné d'histoire, j'ai une petite licence d'histoire. La guerre froide, bon voilà, forcément, je l'ai un peu étudié, je connaissais les grandes lignes. Maintenant, quand j'ai fait des recherches, ce qui m'a vraiment étonné, c'est le nombre d'anecdotes. Enfin, il y a des choses, on pense que c'est de la fiction. Mais en fait, la réalité, elle dépasse la fiction dans la guerre froide. Je veux dire, ils ont Ouais. fait des choses. Bon, voilà, j'ai parlé d'MK Ultra. Je veux dire, ils ont essayé de mettre des bombes sur des chats pour les envoyer en dessous des chars. Ils ont essayé de faire des chats espions en mettant des antennes radio sur des chats. Enfin, Ça aurait été génial ils ont fait d'avoir des des trucs de fou. des Et- chats espions, ça aurait été génial dans ce jeu. Et alors, ouais. Alors là, ce serait pousser le concept un peu loin, mais par exemple, pour reparler de la mécanique de trouver quelque chose dans l'histoire qui permet de servir le gameplay, il y a un exemple qui est pertinent. À un moment donné, pour une raison X ou Y, il fallait qu'il y ait une mission qui concerne le Groenland. Ok. Parce que les USA doivent avoir le Groenland pour certains de leurs objectifs, et je trouvais sympa de mettre une mission qui récompense la prise du Groenland. Et là, il faut se creuser la tête pour trouver une raison pendant la guerre froide. Voilà. Pourquoi Et en ils fait, iraient là-bas? Et ben, en fait, c'est magique. Il suffit de taper Groenland, guerre froide, USA, et on tombe sur le projet Iceworm. Le projet Iceworm, c'est quand même un truc de fou. C'est les USA qui ont envoyé la première centrale nucléaire mobile de l'histoire pour installer une source d'énergie au Groenland, pour forer des kilomètres de galeries dans la glace, dans le but d'installer des missiles balistiques qui soient à portée de la Russie. Ça a coûté des millions de dollars pour finalement que ce soit abandonné parce que la portée des missiles balistiques a augmenté. Non, a augmenté. Ah oui, il a Donc augmenté, c'était donc ça plus servait nécessaire. plus. Ouais. Mais moi, mais jamais de la vie, j'aurais soupçonné que les Américains ont creusé la Ils ont glace. pensé à des trucs de ouf. Non, mais c'est des trucs de fou. Et je veux dire, c'est de la science-fiction, quoi. Et parfois, je te parle même pas de ce qu'ils ont fait dans l'espace. Enfin, je veux dire, c'est pareil, il y a un truc qui s'appelle Istrebitel Sputnikov, donc c'est une technologie russe. En fait, ça permet de détruire les satellites des adversaires. Mais en fait, ça a vraiment existé. Les Russes sont les inventeurs du missile, du satellite anti-satellite. Un satellite avec des missiles pour péter les autres satellites. Enfin, je veux dire, c'est des trucs dont on parle un petit peu actuellement parce que c'est des choses qui se font. On sait que les Chinois, ils ont détruit un de leurs propres satellites à distance pour montrer qu'ils étaient capables de le faire, etc. Mais ça existait déjà dans les années 70-80. Et ça, je veux dire, on l'apprend pas ça à l'école ou à la fac. C'est des trucs qui sont trop spécifiques. Bien sûr. Mais quand on fouille, c'est tellement vaste et franchement, je me suis éclaté. Ça, c'est vraiment la partie du développement que j'ai préférée. C'était aller chercher les techs, aller chercher les missions. J'ai besoin qu'un tel pays ait une mission qui le... Alors, c'est sûr, sur le Vietnam, c'est facile de trouver des missions. La guerre du Vietnam, la guerre de Chine, on trouve plein de choses. Maintenant, pour trouver un truc sur le Pérou, c'est pas évident. Et en fait, même le Pérou, j'ai même réussi à trouver une raison pour permettre un coup d'état des Chinois au Pérou avec le sentier lumineux. Enfin, il y a tellement de trucs. Avec la guerre froide, on n'est jamais bloqué, il y aurait de quoi faire. J'aurais des missions, j'aurais encore pu en faire une centaine. C'est vraiment, vraiment sympa comme période et je suis vraiment content de la mettre en avant parce que c'est le mérite, on va dire, par rapport à la surreprésentation alors du conflit de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi des guerres napoléoniennes et tout. Oui, bien sûr. Voilà, il y a des choses qui sont surreprésentées. Après, c'est normal, c'est les goûts des joueurs. Quand on fait des jeux sur des guerres qui sont plus confidentielles, évidemment, ça attire moins de monde. Il y a aussi une logique évidemment économique derrière.
Mais la guerre froide, je veux dire, ça parle quand même à tout le monde. Donc je pense qu'il y a un petit peu... Là, on est sur donc le jeu là, il arrive dans les boutiques à la fin du mois normalement. Et à la base, c'est un projet qui a été mis sur Kickstarter. Tout à fait. Alors ça, c'est un choix de l'éditeur parce que, enfin, je parle pour lui, mais j'imagine que ça a été sa réflexion. C'est des jeux de niche, hein, je veux dire, on va pas se mentir. Les jeux d'histoire, les jeux de conflit, de conquête qui durent 45 minutes par joueur, c'est pas des jeux qui se vendent en grande surface. Voilà. Ouais. Donc, c'est pas évident, il y a un petit marché. Donc, en termes on va dire de possibilités économiques, il fallait une campagne participative pour pouvoir avoir les fonds pour lancer le jeu. Donc, la campagne, elle a eu lieu en février 2021. On a fait un score que je trouve honorable, surtout par rapport au marché français. Il y a quand même pas mal de souscripteurs français qui ont fait confiance à un auteur inconnu, déjà, sur un jeu qui est spécifique et tout. Donc ça a vraiment fait plaisir. Il y a eu des gens qui sont vraiment dévoués pour la campagne, qui ont vraiment poussé le jeu pendant la campagne et après, pendant les phases de test. Et donc, après, on va dire, à l'international, ça a été un peu plus délicat parce que pénétrer le marché américain, par exemple, c'est très délicat. Je disais à ton collègue qu'en fait, les relais médiatiques sont très coûteux aux USA et que c'est difficile de faire connaître un jeu qui n'est pas américain, surtout sur un thème qui, de base, est très américano-américain, hein, la guerre froide, qui est déjà traité, qui fait partie du roman national américain. Donc, pour le coup, c'est une bonne partie du roman national américain. Donc, un Français qui vient, qui dit moi, j'ai fait un jeu sur la guerre froide. Et puis en plus, qui dit mais la guerre froide, c'est pas que l'URSS, il y a aussi l'UNE, il y a aussi la Chine qui est une puissance ascendante pendant la guerre froide, qui est pas toujours d'accord avec les Russes. Ça aussi, c'est très intéressant, les conflits entre les Russes et les Chinois. Il y a la France qui a une voix dissonante par rapport au reste de l'OTAN, qui est sortie de l'OTAN une bonne partie de la durée de la guerre froide. La France n'est pas dans l'OTAN. Il faut le savoir. Hein. Je veux dire, on y a été remis, bref. Donc, il y a une histoire qui est spécifique à la France pendant la guerre froide. Alors on me l'a reproché, hein, les Américains m'ont dit ouais, c'est juste parce que t'es français que t'as mis la France. Oui, d'accord, en partie évidemment. Bah oui, on va pas se mentir. Mais aussi, il y a une vraie justification historique. Et il y a des gens qui sont beaucoup abordés, heureusement, qui sont très contents de voir la Chine et la France, qui se réjouissent de jouer avec ces blocs-là pour avoir une autre version de la guerre froide. Et puis jouer un peu le David contre Goliath, hein, qui est toujours plaisant quand on est un peu technique sur un jeu. Je disais dans l'interview que gagner avec la France, c'est très valorisant quand même. C'est tout aussi possible qu'avec les autres blocs, mais c'est forcément un peu plus chirurgical, quoi. C'est toujours valorisant. C'est pour celles et ceux qui cherchent un peu de challenge aussi. Ouais, voilà, il faut un peu de challenge. Après, en vrai, c'est tout aussi dur de jouer les autres blocs, mais en tout cas, il y a une impression un petit peu d'être toujours à la ramasse, un peu avec la France par rapport aux autres, qui est agréable quand on gagne avec, on est fier, quoi. Et du coup, ils ont lancé cette campagne Kickstarter. Ça a été lancé quand ? Donc février 2021, elle s'est achevée, ça a duré un mois à peu près. On a fait un mois avec des stretch goals, avec l'animation classique d'une campagne Kickstarter. Alors c'est très dur une campagne Kickstarter, hein. C'est très dur nerveusement, c'est très dur au niveau aussi. Forcément, on rajoute des stretch parce que il faut animer la campagne. Et derrière, il faut assumer tout ce qu'on a promis aux joueurs. Donc moi, je parle pour ma part, hein, pas au niveau du gameplay. Parce qu'on a promis 6 extensions thématiques, il fallait les faire les 6 extensions. Hein. Elles sont déjà faites, du coup ? Elles sont faites, elles sont dans la boîte d'extensions. Le truc des 6 extensions, c'est qu'en fait, et ça a été, je l'ai déjà expliqué sur X forum, que ça a été une des causes du retard, c'est que moi, personnellement, j'ai sous-estimé le travail qui me restait pour calibrer les extensions. Okay. Parce qu'en fait, j'ai voulu faire en sorte qu'on puisse jouer les 6 en même temps. Donc là... Okay. Ouais, mais ce que je voulais pas qu'il y ait de conflit entre les extensions, je voulais pas commencer à dire si vous jouez telle extension, vous pouvez pas jouer celle-là. Ça, c'est un truc, non. J'ai dit, fais un effort. Et puis, même, je partais du principe que ça faisait déjà X années que je bossais sur le jeu. C'est sûr, c'est pas agréable pour les backers de devoir attendre plus longtemps. Ça, je veux bien le croire. Maintenant, moi, je voulais que le jeu il soit parfait. Il n'est pas, hein, rien n'est parfait, mais qu'il soit le mieux possible. Je voulais pas abaisser mon standard d'exigence pour des questions de délai. J'ai dit à l'éditeur, il est d'accord avec moi. J'ai dit, moi, je veux le temps, que ce soit nickel, parce que le jeu, je veux pouvoir dire aux joueurs, et c'était le deal avec eux, le jeu il sera nickel, quoi. Je veux dire, c'est très dur à équilibrer, on en reparlera, mais il fallait que le jeu il soit bien. Donc on a pris le temps. J'ai eu beaucoup de retard à cause de ça. Après il y a eu X autres raisons du retard. Hein, oui. Il y a le Covid, enfin bref, et puis bon voilà aussi des manquements de notre côté. Hein, on va pas tout mettre sur le dos des Chinois, mais il y a eu une multiplicité de facteurs qui ont fait qu'il y a eu du retard. Donc la campagne, une fois qu'elle était finie, le travail je vais pas dire que le travail a commencé, mais le travail a sérieusement continué, quoi. Donc il y a eu le stress de la campagne, avec un score qui est ce qu'il est, mais qui n'est pas non plus faramineux. Donc après, il a fallu aussi jouer avec ça. Hein.
On n'avait pas 1 million d'euros à dépenser pour le Oui. développement du jeu, donc après c'est compliqué. Hein. Et avec le temps qui passe et tout, et donc on a... Vous avez quand même fait près de 60 000 euros. Ouais, je c'est, crois, non, sur le non, coup, c'est une belle campagne. Hein. Ouais, C'est une ouais. belle campagne, surtout quand on sait que 60 000 euros, ils ont été faits principalement par les backers français. Ouais. Et belges, et enfin francophones. on va dire, Francophonie, voilà. ouais. Après, il y a des jeux, moi ça me fait plaisir, il y a des jeux qui ont été pledgés au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Australie, enfin en Afrique, je crois aussi. Bon, il y a quand même des jeux qui sont partis très peu, hein, on va pas envoyer des cargos entiers de jeux au Japon, mais il y a quand même des joueurs qui ont fait l'effort de dire ok, je vais jouer en anglais, ok, je vais pledger un jeu d'un petit éditeur français avec un auteur qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam. C'est une démarche, quoi. Je veux dire, ça, Ouais. les gens, je les remercie de dire, de prendre le risque, de dire bon, allez, je mets une bille sur un projet qui est compliqué et tout. C'est qu'il y a déjà un intérêt quand même. C'est-à-dire que les gens ils trouvent un intérêt. C'est-à-dire Bah, comme toi, ils avaient. Ouais, je aussi pense cette qu'il y avait un envie-là. manque. Je pense que franchement, il y a un manque. Il y a beaucoup de joueurs qui m'écrivent, même des étrangers, qui m'écrivent pour me dire ouais, ce que tu as fait, ça manque. Ça manque de nouveau avoir un jeu de conquête moderne qui rappelle des sensations qu'on a pu connecter avec le risque. Hein, comparaison, comme tu as bien compris, totalement assumée Ouais. et revendiquée. Et de retrouver ça avec un vrai jeu d'histoire. Parce que c'est pareil, le jeu d'histoire, c'est pas non plus le style de jeu qui se vend le plus. Hein. Je veux dire, c'est pas forcément la mode. Voilà, Il y a des gens qui disent que par exemple le jeu de rôle, le jeu d'histoire, le jeu de cartes à collectionner, finalement des catégories du jeu de société dans sa globalité. Donc Oui, on rentre dans dans des niches. Ouais. voilà, Ah ouais, le jeu de tout à fait, figurines ouais. aussi, comme Ouais. tu as pu jouer. Il y a ce côté-là un peu de ok, tu prends un risque, etc. Mais en fait, il y a aussi il y a une communauté. Et Oui. ce qui est étonnant, c'est que moi j'avais souvent cette, euh, cette métaphore avec la musique où je crois que c'est André Rieu, c'est un des rares qui fait encore beaucoup de musique classique et qui fonctionne très bien parce qu'en fait il y a un public et c'est le seul qui propose ça. Bah oui. Et en fait d'avoir des jeux sur la Seconde Guerre mondiale, sur la Seconde Guerre mondiale, il y en a plein. Trouver sur un jeu sur la guerre froide, ouais, il n'y a pas 1000 choses. Donc à un moment, quand tu as un grand public finalement qui existe et qui s'intéresse à un pan spécifique, tu réponds à une vraie demande en fait. Oui, c'est ça. Effectivement, il faut. Le jeu, il a trouvé son public parce qu'il y avait quelque chose qui plaisait aux gens, la période, le style de jeu et tout. Et c'est bien qu'il y ait encore des éditeurs comme un Synchron qui se battent pour faire des jeux comme ça, parce que c'est sûr que c'est plus facile de faire des jeux plus légers, des jeux moins coûteux. Là, il y a 3 artistes, il a fallu les payer, hein, les artistes qui ont travaillé sur le jeu. Enfin, il faut se rendre compte quand même que la somme, elle est belle, 60 000 euros, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de dépenses autour de tout le travail artistique du jeu. Et puis évidemment du développement, et puis la matière grise, hein, parce qu'à un moment donné, Ouais. voilà, hein, c'est sûr que ça a un coût aussi. Hein, moi aussi, je touche ma part sur le jeu, hein, donc voilà, donc c'est compliqué. Et je réagis parce que je vois dans le chat, en même temps, Asynchron est habitué des retards de livraison, donc ça va. C'est vrai, bien sûr qu'il y a des retards, parce que Asynchron, c'est un artisan, il prend son truc et il travaille doucement. Alors après, il a aussi, voilà, il y a aussi des trucs qui se passent pas comme ça devrait se passer, c'est difficile, le contexte est compliqué, il y a des erreurs qui sont faites, évidemment, de la part d'Asynchron aussi, sinon il n'y aurait pas autant de retard. Mais à la fin, je veux dire, là, je parle de ça parce que, si tu veux, tout au long de la campagne, on parle de la difficulté de la campagne, je parle aussi de quelque chose de spécifique, il y a tout le rapport, en fait, avec les gens. 90% du temps, les gens sont bienveillants, compréhensifs face au retard. De temps en temps, ils poussent un coup de gueule, c'est bien normal et tout. Et puis, de temps en temps, c'est un peu dur. Hein. Tu te lèves le matin, tu vas c'est voir un dur truc, quand en plus tu te fais bâcher. Bon, tu mets beaucoup d'énergie dans le voilà, jeu. puis moi, j'ai pris le parti, je m'occupe un peu de la com, parce que c'est compliqué d'arriver à tout faire en même temps pour l'éditeur. Donc, moi, je lui file un coup de main sur la com. Donc, on prend un peu des coups. Des fois, c'est justifié, hein, je dis pas. Des fois, je m'énerve aussi. Enfin, c'est compliqué tout ça. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut se rendre compte que les choses sont difficiles, que c'est pas de la mauvaise volonté toujours, des fois c'est la maladresse, des fois, mais c'est surtout que c'est compliqué, que les choses elles sont pas faciles à faire, qu'il y a des délais qui sont contraints, que parfois ne serait-ce que modifier un truc, c'est des échanges de mails qui peuvent durer 3 semaines. Ouais. 3 semaines d'échanges de mails pour modifier un truc qui pourrait être fait en 5 minutes si les gens étaient des fois plus réactifs au bout de la chaîne. Enfin. Et donc tout ça, devoir en fait défendre le jeu, c'est compliqué, c'est fatigant aussi. Parce que toi, tu as conscience en fait de tout ce qui existe. Et encore, moi, je sais pas tout, hein, Ouais. ce qui se passe. Moi, je me suis intéressé dans une moindre mesure à tout ce qui était logistique, production. Voilà, j'ai suivi ça de loin parce que j'avais déjà assez de boulot comme ça. Mais c'est vrai quoi, et heureusement qu'il y a des gens et que la majorité des gens sont vraiment bienveillants et je les remercie encore
Les gens de tous horizons, que ce soit sur Facebook, sur Insta, sur le forum Quod, je sais pas, j'arrive pas bien à le prononcer, Ouais, c'est Quod. CWOWD, Ouais, ça se dit quoi? voilà, qui ont été vraiment, vraiment à fond. Il y a des gens qui ont sacrifié de leur temps pour le jeu parce que là, une fois que le jeu était, donc la campagne était finie, il a fallu faire certains tests et encore, on va dire, mettre vraiment les derniers rouages. Ouais, le Et peaufinage voilà, final, peaufinage. Et là, il y a des gens, je disais que c'était ma garde rapprochée, c'est les grognards. Ils étaient là, ils ont fait des parties. Il y a des gens qui ont fait une 50aine de parties, qui m'ont aidé vraiment à finir le jeu. Je pense que s'ils n'avaient pas été là, au bout d'un moment, j'aurais explosé en vol. Ouais. En termes Ouais, donc ce vraiment soutien-là communautaire, il Bah est ouais, vraiment voilà. bien. Alors, et c'est pour ça que je tenais à faire un petit mot sur le côté la bâche qu'on peut prendre, en disant que bah, voilà, des fois c'est pas cool, bon voilà, c'est comme ça. Moi Mhm. aussi, des fois je m'énerve sur internet, hein, on est tous pareils. Mais d'un autre côté, je veux dire, il y a eu tellement de soutien qu'au final, ouais, on oublie tout ça. Et puis même les gens, j'en profite pour passer un message. Les quelques personnes avec qui je vais pu m'énerver sur internet, je veux dire, je suis persuadé que si on se rencontrait en vrai, on se dirait ce qu'on a à se dire 2 minutes et après ben, on sortirait la boîte. Je veux Ouais, dire, en fait, la vraie vie, c'est pas internet. ouais. Donc je veux dire, c'est sûr, quand on a une campagne, on a beaucoup de pression, on a beaucoup, voilà, les gens sont exigeants, et ben, c'est normal, hein, puis les gens ils payent, hein, Mhm. donc Ouais, c'est ça. voilà, c'est normal, hein, c'est des clients, ils veulent qu'on leur donne toute la considération qu'ils sont en droit d'attendre. Mais derrière ça, tout ça, c'est que du virtuel. Et voilà, quand on est en contact avec les vrais gens, les vrais joueurs, bah, s'ils sont pas contents, ils vont te dire, ah, bah, d'ailleurs, hein, je voudrais quand même te dire que là, sur Defcon, vous avez 1 an et demi de retard, ça craint, et ci, et ça, et Oui. machin, ok, d'accord, c'est vrai, machin, tout, on discute 5 minutes, et puis après, bon, ok, maintenant que ça s'est dit, on va jouer. Ouais. Voilà, et l'important c'est le jeu, et c'est vrai qu'on oublie un petit peu, j'avais la conversation encore avec un pledger il y a pas longtemps, en fait on n'achète pas une campagne sur Kickstarter, on achète un jeu. En fait, il y a beaucoup de gens qui considèrent maintenant Kickstarter comme de la précommande et puis comme du soutien. Ouais, c'est compliqué. Et alors il y a ça, et puis il y a aussi le fait, on va dire, tout le délire autour des stretch, des ci, des ça, des add-ons. Je comprends, hein, mais au final, on, on oublie des fois que c'est le jeu qu'on pledge. Enfin, on pledge pas une animation de campagne, on pledge un jeu. Le but c'est que le jeu il soit le mieux possible. Mm. Après oui, je comprends, il y a une logique un petit peu champagne et tout quand on fait une campagne pour que ça percute, que ça ramène du pledge et tout, je comprends. Mais moi je suis pas de ce monde-là encore une fois. Mm. Moi je veux dire, j'avais jamais entendu parler de jeux de société sur Kickstarter avant ça. Ouais. Donc moi tout ça j'ai un peu du mal à comprendre, c'est pas trop mon monde et j'ai un peu du mal à comprendre que des gens puissent vraiment s'énerver sur des questions même de délai, je veux dire, enfin le but c'est que le jeu il soit bon. Après, mais ça c'est une différence de point de vue, j'arriverai pas à Non, m'aligner non, mais avec je ces gens-là, comprends. je peux comprendre ce qu'ils disent, mais moi c'est pas mon karma. Mm. Donc j'ai un peu du mal à... Moi j'ai pledgé aussi depuis, maintenant que j'ai découvert Kickstarter, j'ai fait des Bien pledges. sûr, c'est Moi je normal. pledge, je les oublie, puis d'un coup ils arrivent à la maison, je suis content, je suis Ouais. pas... voilà. En fait, moi j'ai une philosophie qui est assez similaire à la tienne. Quand je vois un projet, en fait, il y a moi impatient que ça sorte parce que justement j'aime le projet. Mais jamais en fait je vais le faire ressentir ou prendre le temps d'envoyer un message en disant dépêchez-vous, c'est mon dû, etc. Je veux l'avoir vite. Oui, oui, je veux l'avoir vite, mais jamais ça sera une contrainte. J'ai plus envie effectivement d'avoir un bon jeu qui sorte et qui ait mis du temps à sortir que d'avoir un jeu qui soit bâclé pour avoir les contraintes de temps qui soient respectées. C'est pas grave en fait, c'est ce que tu dis, c'est ce côté, t'as une idée, t'as un rêve, tu vois, toi ton jeu que tu voulais faire pour toi, il y a des gens qui se coordonnent et qui font putain mais moi je veux trop que ça existe, et ben je vais t'aider, je vais te filer un peu de sous pour que ce projet existe. Ouais, c'est ça. Et en fait c'est ça en fait cette philosophie là, c'est de se dire je veux que le projet existe tout comme toi, donc s'il te plaît fais le travail, moi ça me va, nous on te donne des sous pour que ça existe, En fait, et ouais, après attendre quoi. en fait, il y a encore 2 choses sur le sujet que je vais dire, après on passera à autre chose. 3 choses, je vais encore dire 3 choses. La première chose que je vais dire, en fait, c'est que quand les gens s'énervent, qu'ils sont impatients et tout, c'est déjà le signe d'une passion. Ouais, en Donc fait en fait, c'est c'est... bon signe au final. Bah ouais, C'est-à-dire c'est ça. parce que si les gens s'en foutaient, je veux dire, Bah ouais. en mode ouais, je l'ai pledgé, mais Mais bon, je m'en fous, c'est pas complet. grave. Finalement, Voilà, si c'est quoi, annulé, c'est pas grave. si c'est annulé, Ouais. c'est pas grave, voilà. Ouais, c'est que déjà, ils sont hyper investis, en Donc fait. voilà, c'est qu'il y a de la passion. J'ai oublié la deuxième chose que je voulais dire. Qui relie ça, peut-être. Si, voilà, la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'en fait, ce qui nous a été reproché, c'est un manque de communication surtout. C'est-à-dire Ouais. que je pense que les gens, ils sont capables de comprendre qu'il peut y avoir des retards et tout, seulement on nous a reproché de ne pas assez communiquer. La communication, ça prend beaucoup de temps. En fait, Ouais. les gens, on s'en rend peut-être pas compte, mais écrire une update sur Kickstarter, ça se fait pas en 2 minutes. Donc, je veux dire, il faut, bon, voilà. On va dire oui, c'est du temps qu'il faut prendre, et je suis d'accord, c'est du temps qu'il faut prendre. Mm.
Maintenant, voilà, on n'a pas bien communiqué. Bon, bah, c'est pas le point fort d'Asynchron. Moi aussi, j'ai pas non plus que ça à foutre. Je veux dire, et c'est compliqué pour les gens. Les gens, je les comprends, ils ont pas de nouvelles. Alors, après, il y a des gens qui s'inquiètent aussi. Ils ont peur du scam, ils ont peur de. Bien Se dire, ah, sûr. on n'aurait jamais nos sous. Non, mais c'est vrai que des fois, on aurait pu faire. En fait, ce que voulait pas faire l'éditeur, c'était faire un message pour dire qu'il se passait rien. Ouais. Genre, vous inquiétez pas, on est toujours là. Ça, il voulait pas faire. Non, ouais. Alors que je pense qu'il y a des gens qui attendent ça, de dire juste, hé les gars, on est là, vous inquiétez Vous pas, inquiétez pas, ça bosse, ça va ici, ça. c'est Et ça, je ouais. pense que ça a manqué. Ouais. C'est un peu dommage, quoi. Oui, bah, ça, c'est toujours une manière de communiquer. Est-ce que tu fais des mails un peu neutres juste pour dire, pour mettre de l'actualité Ouais, c'est. sur des pages Moi, je suis Facebook, partagé avec ça. Au début, j'étais totalement contre de faire ce genre de choses, ouais, parce que moi, ça me saoule, en fait, les projets d'avoir Kickstarter. des fausses news. Non, mais j'ai des. Je veux dire, moi, j'ai pas pledgé beaucoup, hein, mais j'ai des mails, je sais même pas à quoi ça sert, quoi. Je reçois des tonnes de mails pour dire, en fait, tu lis le mail, c'est un pavasse, en plus en anglais, qui au final, il y a rien, quoi. Mais ça, c'est mon avis, hein. Je comprends qu'on Ouais, puisse en bien avoir sûr, un autre, hein. bien sûr. Je dis ce que moi, je pense, quoi. Et du coup, voilà, pour moi. Et après, au fur et à mesure, effectivement, je peux comprendre que, voilà, comme en plus. Il y a pu avoir du retard sur d'autres projets et tout, qu'effectivement, les gens, il faut, ça fait mange pas de pain de leur dire deux, trois trucs. Bon, en tout cas, Alors, là... attends, la troisième chose. Ah oui, c'est vrai, pardon. La fameuse. Il faut juste que je m'en souvienne. La troisième chose. Par rapport au Troisième pledger. chose. Ouais, par rapport au pledger, c'est sûr que c'est par rapport au pledger. Le manque de communication. Le manque de com. Oui, voilà ce que je voulais dire. C'est important, parce que moi, je suis pas un ingrat. D'accord. Je sais que j'ai eu beaucoup de chance que mon jeu soit édité. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance que Olivier Chanry, parce que je vais pas faire semblant de pas le nommer, hein, c'est le seul et unique travailleur à Synchron, hein, je veux dire, c'est celui qui fait le taf. Il m'a fait confiance. Il a dit ok, ton jeu il a du potentiel. Personne ne me connaissait, hein. C'est plus facile de signer quelqu'un qui est déjà connu. Bien hein. sûr. Ouais. C'est sûr que tu mets un nom sur une boîte de quelqu'un qui a déjà fait 3 jeux, c'est sûr que tu vas en vendre. Hein. C'est plus simple aussi. Donc ouais, il y a c'est ça. sûr. Donc ce que je veux dire par rapport à ça, c'est parce que ça a été la source de beaucoup de clashs finalement, c'était, on va dire, la solidarité que j'avais. Parce que si tu veux, il y a un petit peu le côté, dans certains échanges, et je précise que je ne vis pas forcément un forum en particulier, parce que peut-être que certains se reconnaîtront, mais c'est un peu global. Il y a toujours cette impression que y a le gentil auteur et le méchant éditeur. Ça marche pas comme ça en vrai. En vrai déjà, Defcon, si Olivier Chanry n'avait pas décidé de prendre le jeu, bah, il n'y aurait pas de Defcon. Ouais. Déjà, ça c'est de base, hein. Ouais. C'est logique. Ensuite, Defcon, quand Olivier Chanry l'a reçu, il était ce qu'il était. Il était jouable, hein, c'était pas une purge, mais je veux dire, il a magnifié le jeu. Il a tailladé. Je veux dire, il a une science du développement. Alors, il a beaucoup de défauts, hein, mais s'il y a un truc qu'il sait faire, c'est le développement. Il a une vision ultra précise d'où il veut aller. Il a une façon de travailler qui permet d'amener l'auteur à comprendre pourquoi il veut des changements. Quand il y a un truc qui passe pas, alors des fois, il va pas le dire avec beaucoup de gants, hein, c'est pas son style. Par contre, le lendemain matin, il dit voilà, j'ai peut-être une solution. C'est pas juste je gueule pour gueuler, c'est regarde, on pourrait faire comme ça. Est-ce que tu as pensé à ça, Il est vraiment constructif. Le travail de l'éditeur, c'est très compliqué, mais surtout qu'il y a, en fait, Asynchron, le gars, il fait tout. Je veux dire, il fait la logistique, il fait le développement, il fait la direction artistique. C'est eux qui prennent les risques derrière aussi. Ah oui, je veux dire, bon, à un moment donné, il faut aussi... donc, on va dire, ce duel entre le gentil auteur et le méchant éditeur, et puis c'est la faute de l'un et c'est pas la faute de l'autre. Puis finalement, c'est aussi la faute de l'autre, parce qu'il est solidaire du premier. Enfin, je veux dire, non, à un moment donné, stop. Je veux dire, on est d'accord pour... Enfin, moi, je reconnais mes erreurs, hein, j'en ai fait plein, c'est à cause de moi en partie le retard. Il a fait plein d'erreurs aussi, il le reconnaît aussi, alors il a peut-être un peu du mal à le reconnaître des fois publiquement. Mais ça, c'est... On ne changera plus là-dessus. Mais peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que... Aujourd'hui, s'il y a des jeux d'histoire qui sont traduits en français, qui sont disponibles, ou des projets comme ça qui voient le jour, c'est aussi grâce à lui. Donc je veux dire, il a fait le taf. Alors après, il l'a peut-être des fois mal fait, je sais pas. Et honnêtement, presque je m'en fous, parce que moi, je me concentrer sur ce qui me concerne moi, et sur ce qui concerne moi, Defcon. Je veux dire, il a fait un super boulot, et jusqu'au bout, contre vents et marées, malgré que la campagne elle soit difficile et pénible pour moi, parce que moi je pense que je fais plus que ce qu'un auteur devrait faire, on va dire, et ben jusqu'au bout, bah ouais, non, soutien, parce que je veux dire, ce genre de projet, c'est très 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 difficile à porter. C'est 4 ans de développement, pendant 4 ans il a travaillé dessus, 4 ans de matière grise qu'il a mis, tout ce qui est direction artistique à coordonner, il a payé des artistes. Alice Letty, sauf erreur, je crois pas que c'est une artiste qui est très reconnue. Il lui a donné sa chance, il a fait illustrer 150 cartes d'un jeu. Enfin, je veux dire, maintenant, ça lui fait... j'imagine qu'elle a acquis beaucoup d'expérience. Bon, Danny Dead, il était plus confirmé, l'artiste qui a fait la boîte, mais je veux dire, ça lui fait aussi... Enfin, c'est un projet, je pense, qu'il a adoré faire. Enfin,
Il y a eu des belles choses qui ont été faites sur Defcon, et je trouve dommage que parfois on oublie le jeu. C'est-à-dire que dans certaines conversations, on parle plus du jeu, quoi. Ça boucle sur les retards, sur ci, sur ça. Et je comprends, je critique pas les gens qui se plaignent. Ils ont raison de se plaindre. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites correctement. Mais à un moment donné, on est là pour jouer, quoi. Je veux dire, le jeu, il est bon. Enfin, il est bon. Je vais pas faire de la fausse modestie. Il est bon. Il est bon, donc on va s'amuser avec le jeu. Voilà. Alors, c'est ce que je voulais dire. Je tenais à le dire parce que j'assume totalement on va dire, ce côté solidarité entre ceux qui ont travaillé sur le jeu. Il y en a d'autres qui ont travaillé. Je ne peux pas faire toute la liste des gens qui ont bossé. Mais tous ensemble, on a travaillé dessus. Et je veux dire, on défend le projet jusqu'au bout. S'il y a des erreurs qui sont faites par moi, par lui ou par d'autres, c'est des erreurs qui sont collectives. Et il n'y a pas lieu de jeter la pierre sur l'un ou sur l'autre pour ce projet-là. Parce que ça a été un travail en bonne intelligence qui a été fait. Il y a énormément de travail de tout le monde. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, donc après, parce qu'il y a du asynchron bashing. Faites-vous plaisir, les gars, si vous voulez, mais n'oubliez juste pas d'avoir juste on va dire le recul, et la plupart l'ont. Même ceux qui râlent, ils ont le recul de dire ok, il y a ça qui va pas, ça va pas. Mais ça va bien. Il y a beaucoup de gens, enfin généralement les gens qui font du bruit, et ce que disait Sahel, c'est souvent une minorité. Mais c'est normal, en fait, c'est ceux qu'on remarque le plus. Mais même ceux qui font du bruit, encore une fois, moi j'ai pas du tout. Je suis pas fâché du tout avec eux, ils ont raison de faire du bruit sur certains points. Et puis, non, mais c'est vrai. En tout cas, là maintenant, le jeu, il est là. Voilà, il est là, on a la boîte, il arrive. Voilà, vous aurez la possibilité, si vous avez pledgé, vous allez le recevoir. Les expéditions ont commencé. Ouais, alors en fait, pareil, j'en profite pour faire un point. Les expéditions boutiques sont quasi finies. Moi je sais que la mienne vient de les recevoir et c'était une des dernières apparemment à être servie. Il reste encore quelques boutiques qui vont être servies. Donc les pledgers vont être appelés à récupérer leur jeu. Ok. Ensuite, on a les expéditions à domicile, donc qui sont gérées par Meeple Logistique, qui ont démarré, puisque les gens reçoivent des beaux mails de Philibert. J'ai des gens qui font « Ah, j'ai reçu le mail » et tout, ça y est. Contents. Mais c'est encore une fois, c'est trop fort, parce qu'il y a des gens que je connais pas du tout, qui m'écrivent sur Facebook en mode je t'ai vu hier », et qui m'ont dit « Ouais, mec, regarde, j'ai reçu machin et tout, c'est trop bien, je suis trop content. Ouais, bonjour. » C'est trop cool. Je suis content pour toi, c'est trop cool. Franchement, c'est trop bien. Donc ça arrive. Après, il restera les expéditions internationales. D'accord. Donc là, c'est encore un autre bordel. Ça va démarrer là, incessamment sous peu. Il va falloir voir comment ça va se passer. Je l'ai reçu hier le mien. Voilà, super. Écoute, bon jeu à toi, et puis amuse-toi bien. Voilà, donc comme je disais, à un moment donné, j'ai utilisé cette formule, j'ai dit c'est sûr que l'accouchement, il a été difficile, mais on sera content de jouer avec le bébé. Et du coup, là, on est sur la boîte de base. On a vu aussi dans le Kickstarter, et tu en as parlé juste avant, il y aura des extensions. Ouais, alors, une petite boîte d'extensions. C'est 6 extensions dans une boîte. C'est pour l'instant disponible que sur Kickstarter, c'est ça ? C'est compliqué, en fait, il y avait que... En fait, c'est une quasi-exclusivité de Kickstarter. Ok. Parce qu'il y a eu quelques boîtes en plus qui ont été produites. Ces quelques boîtes ont été vendues directement sur la boutique Asynchron dans des packs. Des packs Defcon plus Deep Dive. Et actuellement, à l'heure où je parle, il n'y a plus de précommandes qui sont dispo. Mais il y en aura peut-être encore quelques packs en fin du mois ou début du mois prochain. Ok. Et après, ce sera un collector. C'est-à-dire que d'ici à ce qu'il y ait un reprint, s'il y en a un jour, la boîte, elle sera exclusive. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? Il y a... les fameuses 6 extensions qui marchent entre elles. Voilà. Donc déjà, il y a des petits plateaux. Donc ça, c'est des extensions thématiques. Ça, c'est l'extension finance, l'extension ONU. Enfin bon, je vais pas tout détailler, mais il y a plein de petites choses. Il y a des plateaux double couche. Oh. Ça, c'est classe. Ça, franchement, cool. c'est vraiment bien. C'est pour vraiment pouvoir très caler bien. ses petits pions. Voilà, caler ses petits pions. C'est vraiment sympa. Ça, c'est vraiment la classe. On a des meeples en bois. Donc les meeples en bois, c'est pour remplacer les jetons en carton. Donc, moi j'aime beaucoup. Ah, il y a du contenu alternatif. Ouais, il y a des petits... En fait, ça remplace les jetons en carton. Après, c'est très jouable avec les jetons en carton. Franchement, c'est de la pime, quoi. Moi, j'aime bien du volume. Ça rajoute un peu de volume et tout. C'est des cartes en plus, il y a des cartes missions en plus, et des cartes pour les extensions. On a le fameux livret historique dans les 2 langues, pour ceux qui veulent travailler en plus leur anglais. On a le livret stratégique. Alors, le livret stratégique, c'est écrit par mes petites mimines, c'est comment bien commencer à Defcon. Ah, donc c'est vraiment, vraiment sympa parce que on a des conseils généraux sur le jeu. Voilà, comment freiner l'adversaire, comment sécuriser ses acquis, bien choisir ses techs. Ok. On a ensuite des conseils tactiques en bloc fonction par des bloc. blocs. Ouais. Donc on a les forces et les faiblesses. Okay. Et comment bien démarrer et bien continuer. Ah, ça te permet, si tu n'as jamais touché au jeu, d'avoir quand même une idée. Parce que comme c'est asymétrique, et c'est ça c'est hyper intéressant, de savoir en fait comment fonctionnent les autres,
c'est très important dans un jeu asymétrique parce que ça participe en Voilà. fait Et au gameplay. franchement, je suis vraiment très content de ce guide parce que je trouve qu'il est franchement utile. Alors, il avait été mis à dispo en téléchargement il fut un temps pour faire patienter les backers. J'imagine que si je demande gentiment à Olivier, il pourra peut-être le remettre de nouveau à dispo. Parce que pour le coup, le guide stratégique, peut je être, pense que c'est pas mal. C'est Hmm. franchement pas mal pour. Je dis pas que c'est indispensable, mais ça peut vraiment donner un. Ouais, et puis c'est un plus, Une aide c'est chouette pour les précieuse, gens. ouais, franchement, c'est vraiment bien. Alors, juste pour les extensions thématiques, vraiment pour balayer vite fait, donc on a une extension ONU où on peut prendre des résolutions entre joueurs. Donc ça, il y a un système de vote qui est sympa. Donc ça se joue plutôt à 4 ou 5. On a une extension finance où il y a un peu plus de souplesse au niveau des ressources. On peut thésauriser des ressources pour en avoir un peu plus après. C'est un peu un accélérateur de partie. On a une extension. Je prends Ah des bah boîtes. oui, bien Ouais, sûr. je suis désolé parce que. Black Hop. Voilà, Black Ops. Alors ça, c'est pour mobiliser des services secrets. Et en fait, ça sert à se servir des forces des autres. Par exemple, Ah. on peut utiliser des technologies adverses, on peut utiliser des unités adverses. Ok. Donc ça, c'est vraiment, vraiment marrant. Et les modules sont. Tu disais on peut tous jouer ensemble, mais aussi Ouais. on peut en jouer qu'un seul. Exactement. On joue avec ceux qu'on aime bien. Quoi. Voilà. On a Airstrike où là, ça rajoute des chasseurs et des bombardiers. Donc c'est pour faire des bombardements un peu partout sur la carte. Et les chasseurs, on peut les mettre en interception pour protéger ses propres unités des autres avions. Ça, c'est vraiment rigolo. Et on a leader. Donc leader, on a 3 leaders par bloc. Où en fait, on peut placer des leaders. Donc c'est les grands leaders de la guerre froide. Vous avez De Gaulle, vous avez Mao, vous avez Brejnev, enfin bref. Et ils vous donnent des bonus pour votre jeu. Et, alors je parle encore de la dernière extension qui est Doctrine, c'est un peu ma préférée. Doctrine, vous allez pouvoir donner une direction spécifique à votre bloc. Par exemple, vous prenez la doctrine Sokolovski chez les Russes, c'est accentué vachement sur le nucléaire. Vous Ok. allez avoir moins de production d'unités classiques, mais vous allez avoir plus de nucléaire. Etc. Enfin voilà, il y a 3 doctrines par bloc, donc c'est vraiment sympa pour faire. Et j'aime beaucoup ça parce que ça rajoute de la symétrie et du storytelling, donc c'est pour ça que c'est ma préférée. Et oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, les extensions, on a essayé de les concevoir de façon à ce que, contrairement à ce qu'elles. Enfin, elles rallongent pas, pour faire plus simple, parler plus simple, elles rallongent pas la partie. D'accord. En fait, ouais, mais alors ça, c'est elles super. écourtent même la partie. Ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup, ces extensions qui font que, ouais, c'est limite des fois un support ou même une stratégie à adopter, ce qui fait que du coup le jeu n'est pas plus long. C'est la Voilà. même durée de C'est partie. exactement la même et chose. c'est- Voir, ça va plus vite. C'est pas une mécanique Ouais. compliquée. Ah là, ça va même plus Ça vite. va même Ouais. plus vite. Hein. T'as trouvé le. Bah justement, on a HKMP qui nous a trouvé dans le chat le lien, donc si vous voulez regarder, il y a sur ce petit lien, si je ne dis pas de Ouais, il y a bêtises. des pirates qui font tourner, c'est bien, mais ils ont raison. Je veux dire, mais Donc c'est après, bien, je veux dire, si les joueurs peuvent. c'est les gens qui se peuvent l'approprient encore une faciliter, fois. après, c'est normal, il était en distribution gratuite, hein, il Ouais, fallait ouais. juste le télécharger. C'est bien, ça permet aux joueurs de vraiment s'y faire. Bon, Sur un site où en plus il y a de la pub pour notre site. Ben voilà, Voilà, regarde, magnifique, c'est quand même incroyable. Non, c'est franchement un bon petit guide qui va vraiment permettre à tout le monde de comprendre la philosophie du jeu et si on suit les conseils de départ, on ne pourra pas faire une mauvaise partie. Quoi. Donc c'est vraiment vraiment sympa à mettre en avant. Il y a ça dans certains jeux aussi, où des fois Ouais. t'as un petit feuillet, et moi je trouve ça vraiment Bon, ça cool, fait du hein. taf, hein, parce que là il est quand même, je crois qu'il fait quand même 14-15 pages le bordel, donc c'est du taf. C'est aussi le genre de choses qui ont ralenti la production du jeu. Ça Mais qui te aussi, semblait faut- essentiel en fait à proposer. Bah ouais, mais le problème c'est ça aussi. Par rapport au retard, c'est sûr qu'on a déjà annoncé un délai, voilà, qui était déjà assez large. On avait Ouais. annoncé en février 2021, on avait annoncé mai 2022. Donc c'était large. Ouais. Après, il y a eu plus de retard parce que ce genre de choses, ben pareil, on a voulu les faire bien quoi. Mm. Donc après c'est un parti pris. Il y a des gens qui m'ont dit ouais, t'aurais mieux fait d'en faire moins et que ça sorte à temps. Bah j'ai choisi de faire autrement. Donc après là c'est pas vraiment qui a raison qui a tort, c'est un parti pris quoi. Voilà. Donc un bon petit guide stratégique qui est disponible dans Deep Dive et donc quand on sait chercher Sur les internets. Voilà. Super, c'est trop bien. Donc après sur la suite de Defcon, là le projet maintenant il est globalement terminé, sauf si et un jour il prend une autre envergure et du coup peut-être que l'extension ressort, peut-être faire des autres projets. Mais au-delà de Defcon, est-ce que toi, ton expérience en tant qu'auteur te donne envie de réitérer sur d'autres projets ou pour l'instant c'est pas prévu? Ouais, je suis partagé. En fait, je suis partagé pourquoi. À la base, on a pensé Defcon comme étant une série. C'est-à-dire que le moteur, D'accord. comme il est bon, on se dit qu'on peut le réutiliser pour d'autres périodes. D'accord. Voilà. Bon, ça, c'est le premier parti pris. Il y a un jeu qui est quasi fini, qui est basé sur le moteur, qui s'appelle Hera, où là, en fait, le principe, c'est que vous prenez en charge un continent sur toute la durée de l'histoire de l'humanité, donc l'échelle est très très haute, Ok.
Et en fait, à chaque tour, vous allez agglomérer une culture au choix. Par exemple, l'Europe. On commence avec les proto-grecs. Et au deuxième tour, on peut choisir d'agglomérer la culture romaine ou la culture celte. D'accord. Troisième tour, on peut choisir d'agglomérer, si je dis pas de bêtises, les Vikings ou le Saint-Empire romain germanique. Ok. Ah ouais, Ensuite, donc ça on a fait le des choix- grands ponts. On Ok. a le choix entre l'Empire espagnol, l'Empire français, la France du grand siècle, Louis Ouais, ouais. XIV. Et après, on a le choix au cinquième tour, entre l'URSS ou alors le Commonwealth anglais. Et c'est comme ça pour les 6 continents. Donc en termes d'asymétrie, c'est juste hallucinant, quoi. Je veux dire, Ouais. c'est un truc de dingue au niveau asymétrie, tout équilibré au cordeau. On reparlera de l'équilibrage sur Defcon, quand même, c'est intéressant. Et du coup, j'ai suivi le même protocole d'équilibrage que j'ai fait pour Defcon pour arriver à faire tout tenir ça dans une matrice qui est au cordeau. Le jeu, il est beaucoup plus simple que Defcon, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est plus simple, c'est plus direct. Maintenant, savoir s'il verra un jour le jour, on n'en sait rien. Pour l'instant, on est concentré sur Defcon. Defcon, concrètement, il y a eu les boîtes pledgées, il y a eu des boîtes qui sont en vente donc chez Philibert, il y a des boîtes qui ont été distribuées un peu par Pixies, et il y a des boîtes qui sont parties en dépôt-vente aux États-Unis. Ok. Les ventes aux États-Unis sont pas trop mauvaises de ce que je crois savoir. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup des boîtes qui ont été annoncées aux États-Unis, mais ça se vend correctement. Ok. J'imagine, mais ça encore une fois, c'est moi qui extrapole, hein, j'imagine que si tout se vend rapidement, en toute logique, s'il y a un peu de volonté, qu'il y a un petit peu de pression de la part des joueurs qui veulent des jeux, qui veulent l'extension, etc., il peut y avoir du reprint. Après, c'est un jeu, ça restera un jeu de niche, mais s'il arrive à trouver son public et que, en tout cas, tous les gens qui y jouent l'apprécient, donc il n'y a pas de raison que le bouche à oreille fasse pas son travail. Et donc, là, pour moi, j'espère, c'est comme ça que je vois les choses, un jour, il sera réimprimé et il va être plus largement diffusé. Un jeu, il faut lui laisser sa vie. Alors c'est sûr qu'actuellement c'est très difficile avec la masse de jeux qui sortent. C'est dur de sortir du. C'est dur d'avoir qu'un jeu ait une vie longue, c'est dur. On va pas se mentir. C'est un jeu qui est. C'est pour ça aussi que des fois il y a des extensions pour relancer un petit peu. Voilà. Là on a choisi de sortir l'extension en même temps. C'est vrai que, on va dire, tactiquement, c'est peut-être pas ce qu'il aurait fallu faire. Je sais pas, en termes de volume de vente, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, nous, c'était un cadeau pour les backers. Surtout de base. Parce qu'en fait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parlait avant de démarrer l'émission, il y a toujours le cas où il y a le retail qui peut croiser la livraison des backers. Et là, effectivement, si on cherche bien, on trouve du retail avant d'être livré en tant que backer. Moi, je rappelle simplement aux gens qui râlent par rapport à ça que les backers, ils ont payé 70 € plus les frais annexes de livraison. Ouais. Ils ont la boîte les mêmes tarifs, ils ont la boîte gratuite d'extension qui est exclusive ou quasi exclusive, et les gens en retail, ils payent le 80 pour avoir juste la boîte de base. Donc, si tu veux, par rapport à ça, je trouve qu'on est propre. Là-dessus, je veux pas de. Autant sur plein d'autres choses, on peut nous reprocher des trucs, mais là-dessus, franchement, je trouve que le deal, il reste vraiment bon pour les backers, quoi. Oui, c'est vraiment cette récompense-là d'avoir soutenu le projet dès le début et s'être intéressé. Je pense que les joueurs sont pas floués. Et heureusement, parce que s'ils n'avaient pas été là, les backers, le jeu serait pas sorti. Donc c'est normal qu'ils soient récompensés, quoi. Tu voulais faire un petit dernier point sur l'équilibrage. Ouais, c'est important. L'équilibrage en fait, du jeu, c'est. En fait, quand on a 5 blocs asymétriques. Les jeux asymétriques, déjà de base, ouais. De base. Avec l'extension, il y a 12 objectifs différents par bloc. Il y a 32 missions. Enfin, c'est titanesque. Ouais. Plus toutes les ressources et tout, machin. Les critères géographiques, machin. Donc en fait, comme j'expliquais dans l'interview, j'ai fait une matrice mathématique, j'ai fait des maths, pourtant c'est pas trop mon truc de base. Et en fait, j'ai vraiment donné une valeur numérique à tout ce qui existait dans le jeu. Les ressources, les distances entre chaque... je vais pas donner mes petits secrets de fabrication, ça c'est copyright. Mais je veux dire, j'ai vraiment fait quelque chose de très propre au niveau mathématique, ce qui me permettait, quand je faisais la moindre modif, de voir l'impact en temps réel que ça avait sur l'équilibrage général du jeu. Et du coup, ça permet, quand par exemple Olivier me dit ça va pas, ta tech elle est trop puissante, ou alors c'est un peu faiblard, ou je trouve que c'est trop cher. Tu changes le numéro. Ouais. Je change. Avec comme tout est valorisé numériquement, j'ai juste à avoir la répercussion. C'est top ça. Pour compenser, je dois faire ça. Ouais, et donc je compensais ailleurs. C'est marrant. Ok. Et alors, les gens normalement s'en rendront pas compte dans le jeu, mais il y a des petites astuces, par exemple, sur certaines techs, elles sont, par exemple, les techs nucléaires, les technologies nucléaires, elles sont gratuites en fait. Pourquoi ? Quand on dépense, en moyenne, on dépense 2 cubes de technologie pour faire la bombage, par exemple. On est récompensé non seulement de la tech, mais en plus, on reçoit un cube d'influence. Et dans la matrice mathématique, le cube d'influence vaut 2 fois plus que le cube tech. Donc en fait, elle est gratuite. Dépenser, ça le rentabilise. Mais ça, quand on joue, on s'en rend pas compte. Je veux dire, il y a plein de petites astuces comme ça qui font que, pour valoriser, par exemple, c'était pour donner plus de poids au nucléaire et encourager les joueurs à faire leur recherche nucléaire, dans l'intérêt de la fin du jeu, pour pas qu'il y ait des joueurs qui oublient de faire leur recherche, bref.
Et ben, ça permet donc d'être rigoureux sur cet équilibrage, sur ces maths, de vraiment se retomber De sur ses pattes. puissance, Et etc. voilà, et en fait, C'est hyper étonnant, ouais, c'est bien. ouais, c'est bien. Après, il y a certains trucs, alors j'en parlais dans l'interview, mais je vais en reparler parce que c'est vraiment marrant. C'est qu'en fait, une fois que les maths sont passés, après il y a les tests. Une fois que les tests sont Ouais. passés, il y a des choses qui vont pas. Parce qu'il y a des joueurs bien tordus qui vont sortir des trucs. Bah, tout le temps. Voilà. Ça, c'est dans les tests. Il y a toujours des gens qui disent attends, je vais aller pousser le vis. Ouais, non, mais moi en plus j'avais des machines de guerre, hein. Je veux dire, les gens qui ont testé le jeu avec nous sur la fin, c'était des machines de guerre. Donc on a vraiment eu des super tests. ouais, des super tests. Donc on a pu vraiment affiner au cordeau. Et après, il restait une chose, mes statistiques de victoire pour les blocs me posaient problème parce que ça aurait dû être 20, 20, 20, 20, 20, hein, comme il y a 5 factions. Et en fait, l'URSS de mémoire était à 17% de victoire et la Chine est un peu au-dessus. Alors la Chine, bon, on a un peu retouché, là c'était mathématique, j'avais peut-être pas trop pris en compte certaines choses, donc on a un petit peu retouché. Notamment, j'avais pas pris en compte le vice de certains joueurs à faire tourner parce qu'en fait la Chine, c'est un écosystème qui peut tourner en vase clos pour gagner des ressources sans vraiment avoir besoin d'aller beaucoup s'étendre. Ok. Voilà. Et du coup, au début, ça c'était illimité, donc il y avait des gens qui tournaient ça comme une machine à laver et qui généraient trop de ressources d'un type, par exemple. Mais ça, tant que j'avais pas un mec complètement tordu qui me faisait 10 Pour fois la le même truc, tester. voilà. Ouais. Et donc heureusement qu'il y avait ces tordus-là et qu'on a pu se rendre compte. Donc ça, c'était... Le problème a été réglé. Après, il restait globalement les factions faibles, enfin mineures que sont la France et la Chine, gagnent un peu plus, mais elles gagnent un peu plus parce qu'on les néglige. Ouais. Et ça, c'est un biais psychologique contre lequel on peut pas faire grand-chose. Ouais. Bah oui, parce que c'est censé être deux petites factions en plus. Ouais, Ah, on n'a donc pas en trop fait, on peur s'en méfie d'elles. pas, mais en fait, elles sont 2 fois moins fortes, mais les objectifs sont 2 fois moins durs à atteindre. Ouais. Donc en fait, logiquement, enfin, c'est pas tout à fait 2 fois moins fort. Bref, mais peu importe. En tout cas, ça, je peux pas faire contre. Il faut juste, je préviens tout le monde, attention à la Chine et à la France. Et Et elles alors, peuvent gagner. le plus grand biais psychologique, c'était l'URSS. Le problème de l'URSS, c'est que déjà, elle est au centre du jeu. Tous les blocs peuvent s'y attaquer, à part la France dans une moindre mesure. Et du coup, quantifier ça mathématiquement, c'est très difficile. De mettre ça par des chiffres, le fait de la proximité. Une proximité, tu peux la calculer mathématiquement. Ouais. Mais calculer le fait que tous les blocs soient à portée de l'URSS, surtout en fonction du nombre de joueurs, enfin là, on rentre dans des calculs que je suis incapable de faire. Donc, il y avait ce petit truc-là. Après, bon, j'ai réussi à affiner. Là, par contre, c'était à l'os. Hein. J'ai pas pu calculer, c'était à l'os que j'ai affiné ça. Et surtout, il y avait le biais psychologique de l'URSS, c'est les méchants. Et ça, c'est vraiment... C'est un truc qui m'a vraiment étonné. Je pense que c'est vraiment parce qu'on a été façonné par tous ces films des années 80, 90. Bien sûr. Et bon, en plus, avec l'actualité, forcément, ils passent pas pour les gentils. Donc, on a ce côté que quand un joueur il a une petite peau de banane en plus à glisser, et ben, il va la C'est glisser au toujours la russe. Russie. Mais oui. Ouais. Et en fait, indépendamment de son objectif, on va dire tant qu'à faire, il va le mettre sur le russe. Ouais. Et c'est un truc, enfin, je l'ai remarqué quand même parce que j'ai été attentif à ça à partir d'un certain temps. Et sur une vingtaine de parties, je l'ai remarqué. Donc j'ai dit, bon, bah, il y a quelque chose qu'il faut que je quantifie mathématiquement alors que c'est pas mathématique. Et là, il y a un tout petit truc que j'ai mis dans le jeu, je dirais pas quoi, qui fait que la Russie a une toute petite avance mathématique sur les autres à cause de ce biais psychologique. Donc maintenant que j'ai dit ça, tout le monde va dire que la Russie est plus forte, mais c'est pas vrai. C'est vraiment, c'est à la marge. Elle peut être plus forte. C'est à la marge, c'est vraiment à la marge. Mais je trouve ça vraiment marrant. Le côté, les joueurs... bon, les Russes, quand même... tiens, je vais lui déstabiliser son pétrole juste pour le faire chier. Parce que c'est le Russe. Ils font jamais ça à la Chine. Jamais. Ouais, jamais. C'est vraiment, c'est pour la tronche du Russe, quoi. Donc ça, c'est intéressant en termes de... l'équilibrage, ça m'a vraiment... ouais. Mais non, c'était beaucoup de maths, beaucoup de tests, avec des fois des trucs que moi, j'ai pas remarqué, forcément. Il faut avoir toujours des yeux extérieurs. Hein. Et puis voilà, quoi. Après, avec la symétrie, c'était essentiel. L'équilibrage, moi, pourquoi c'est essentiel, l'équilibrage, je sais pas. Ça vient de mon côté joueur de Fig Fantastique. Quand on joue Warhammer, il y a 15 ou 16 armées différentes. En théorie, elles sont équilibrées. Mais ce n'est pas vraiment le cas. C'est pas toujours le cas. Moi, maintenant, je joue au 9e âge, donc c'est très, très bien équilibré. Et du coup, on va dire ce goût de l'équilibrage, ce truc de dire je peux prendre n'importe quelle unité et je peux pouvoir jouer avec et avoir les mêmes chances, pour moi, c'était le truc numéro 1, quoi. Ah, ça casse pas le fun. C'est pas le truc où tu joues, tu dis je prends lui parce que lui il gagne tout le temps. C'est ça. Et puis surtout, ça te suspend pas ton incrédulité. Quand tu joues, tu veux être immergé. Tu veux avoir l'impression que quand tu fais un plan, il peut fonctionner. Alors si on te le gratte à la dernière minute, c'est le jeu, il a été meilleur que toi. Ça. Surtout un jeu où il n'y a pas d'aléatoire. Mais si t'as aucune chance dès le début. Donc oui, voilà. Et là, en plus, il y a ce que j'ai pas dit, c'est que les objectifs, en fait, on en a 2 à la base, qui sont cachés. Ok. Enfin, t'en pioches 3, t'en choisis 2. Et du coup, s'il y a un objectif que tu vois que t'arriveras pas à faire, tu peux switcher.
Ah, tu les changes avec... Ouais, bah tu décides de faire l'autre. Et ça, c'est vachement important parce que ça, c'était aussi une grosse Ah, frustration parce que du tu risque. fais qu'un des deux objectifs Voilà, que tu as pour choisi. gagner. Ok, Bah oui. ok. Parce qu'au risque, quand tu devais conquérir l'Asie et l'Amérique du Sud, bon, Bah, bah, tu des peux fois, changer de disais, plan, t'as bah, ton tu plan B, disais- quoi. Ouais, voilà, là, dans Defcon, t'as toujours un plan B. T'es pas obligé au moment de te dire, bon, bah, perdu pour perdu, je vais faire n'importe quoi pour m'amuser Ouais, parce que c'est tu peux ça. plus gagner. Ou je vais faire chier les autres. Voilà, oui, ou je vais faire chier les autres. Ça, franchement, Ouais. ça, Ok. enfin, ça n'arrive pas. Là, je peux être formel là-dessus, ça n'arrive pas à Defcon 1. La tension, elle est vraiment jusqu'au bout, quoi. Et non, c'est pas la version KS qui sera dans les boutiques que vous pouvez trouver juste sur notre site ou dans les autres boutiques. C'est une version justement sans les bonus du Kickstarter. C'est un peu différent. Du coup, il est rejouable continuellement. Oui, ce qu'on disait, il a fait des centaines de parties et on n'est jamais sur la Non, mais même c'est chose, presque quoi. effrayant parce qu'en fait, on disait avec Olivier, on a créé un monstre parce qu'en fait, on peut pas en venir à bout avec une vie. Parce qu'il y a 5 blocs. Alors, on va pas se mettre à faire des notes, mais En plus, ça dépend du nombre de joueurs et de il y a joueuses. 5 blocs, Ouais. le jeu va être différent en fonction du nombre de joueurs et de joueuses. Il y a des objectifs. Je reviens sur les joueuses, tu me feras penser. Il y a des objectifs, il y a 12 objectifs différents, ils sont cachés. Enfin, je veux dire, on peut choisir des technologies, pas des autres. On peut choisir d'attaquer un bloc par un autre côté. Enfin, je veux dire, c'est impossible d'avoir une partie qui soit similaire. Et encore aujourd'hui, quand je joue, et encore plus maintenant que des gens commencent à avoir le jeu, il y a des trucs qui vont apparaître que j'avais pas vu. Mais en plus, là où je suis super serein, c'est que je sais qu'au niveau de l'équilibrage, c'est normalement tellement bien fait que peu importe ce que les joueurs vont inventer, on sera toujours dans les clous, quoi. Ok. Enfin, j'espère, je touche du bois, mais Ça serait génial un jour. ouais. J'ai trouvé. Ça J'ai peut trouvé être la un faille. défi. Ça peut être un défi. Trouver une faille d'équilibrage. Après, il y en aura forcément. Je vais me le commander à la fin du live. On adore jouer chacun pour soi et ce genre de jeu. Bah, paf, Écoute, tiens, un conquis. merci, ça fait plaisir, merci beaucoup. Merlin, enchanteur, bah voilà. Non, c'est cool. Et voilà, c'était vraiment. Alors après, on peut avoir un petit débat sur la rejouabilité parce qu'au final, vu que les jeux sont de plus en plus. Il y a de plus en plus de jeux qui sortent. Les gens, des fois, jouent que 3 fois un jeu et tout. On se dit finalement, est-ce que axer sur la rejouabilité, est-ce que c'est une donnée importante maintenant pour les joueurs? Et je pose la question, est-ce que finalement les joueurs. Nous, les débats qu'on a eus... veulent des jeux rejouables ou pas? En fait, les débats qu'on a eus, c'était... Il y a beaucoup de jeux où il y a beaucoup de jeux que tu achètes et que tu joues 5 fois, c'est déjà beaucoup. C'est vrai. Et jouer plus de 10 fois un jeu, c'est très dur. Il y avait des challenges, c'était joue 10 parties à 10 jeux différents. Quand c'est des petits jeux d'apéro, ça va vite. Et encore, c'est pas toujours faisable. Ce challenge. Et en fait, le truc, c'est que beaucoup de gens disaient, moi en fait, je cherche un jeu en fonction d'une situation, et il y a ce jeu-là qui dure 2 heures, 2-3 heures, qui va me raconter un truc que je vais embrasser. En fait, t'en as un. Il y en a un seul. Et en fait, ce jeu-là, pour certains, ça va être Terraforming Mars, pour d'autres, ça va être Defcon. Et en fait, ils cherchent ce jeu-là où ils vont faire plein de parties, et à chaque fois, ils vont découvrir autre chose, etc. Mais comme si tu pouvais te dédier qu'à un seul jeu. Comme des gens, si tu joues à Magic, tu ne joueras pas à Pokémon ou à Yu-Gi-Oh! Ou machin. T'as choisi ta religion, entre guillemets. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et il y a un peu ça avec les gros jeux qui prennent un peu de temps, et justement qu'on a envie de découvrir à fond. Et c'est assez rigolo, ce sentiment-là. On avait trouvé ça. C'était un peu ça, la solution, c'était ça fait partie de cette catégorie des jeux. Tu vas jouer, et en fait, tu vas te l'approprier, et du coup, t'as envie d'avoir la capacité de faire plein de parties. Je suis complètement d'accord. En fait, évidemment, Defcon, c'est pas un jeu que tu vas improviser en disant tiens, venez, il est 23h, bon, c'est un petit Defcon avant de partir. Ça, c'est sûr. Bien sûr. C'est le genre de jeu qu'il faut prévoir, donc ça, il faut se dire, bon, ce soir, on fait un Defcon. Ouais, c'est ça. Ou cet après-midi, on fait un Defcon. On a prévu une soirée Defcon, machin. Voilà, après, on a essayé de faire le jeu 45 minutes par joueur, ça veut dire qu'à 5, il tient dans une après-midi ou une soirée jusqu'à minuit, tranquille. Ouais, c'est ça. Donc, on voulait pas dépasser ça. Et en fait, forcément, ça demande un peu de planification. Par contre, je sais qu'il y a déjà des joueurs qui ont... puisqu'on pouvait déjà récupérer le jeu à la Synchron, à la convention d'Asynchron à Tours, donc on avait fait venir des jeux par avion pour pouvoir servir les gens qui venaient, je raconte pas l'histoire encore, pour récupérer les jeux, c'était bloqué à la douane, c'était l'enfer. On a réussi à récupérer les jeux, les backers qui ont soumis à la Synchron, ils ont pu récupérer leur power, donc il y a des gens déjà qui le poncent, hein. Ouais. Et il y a des gens, ils ont déjà, depuis qu'ils ont le jeu, ils ont déjà 10-15 parties, quoi, depuis juillet, donc je veux dire, ils le sortent régulièrement. Donc il y a des gens qui vont le poncer. Il n'y en aura pas beaucoup, parce que il y aura 3 catégories de joueurs. Les joueurs qui vont y jouer de temps en temps, peut-être 1 ou 2 parties par an. Des joueurs qui vont le faire sortir régulièrement dans leur sac de joueurs, dans des assos, il y aura toujours du monde qui va s'asseoir à la table. Aussi, ouais. Voilà. Et puis les fanatiques. Les fanatiques, je pense que Defcon, il a cette capacité à créer, effectivement, comme tu dis, cet aspect un peu religieux. J'aime bien cette métaphore où on va dire, il y a des gens qui vont entrer dans Defcon comme on entre en religion en disant, je veux ce jeu, je veux le poncer, je veux vraiment en tirer la moelle et tout. Et je pense que c'est un jeu qui a ce potentiel.
comme d'autres jeux que tu citais, Ouais. moi, depuis que je me suis mis un peu, parce que je disais Maintenant, qu'avant tu que j'avais joues. pas beaucoup de références de jeux de société, je m'y suis un peu mis entre-temps. Et il y a des jeux comme ça que j'apprécie beaucoup, que je compte poncer, quoi. Bon, je pense Ouais. à Star Wars Rebellion, Ouais. ouais, que je trouve vraiment excellent en termes d'asymétrie, forcément, qui est vraiment excellent. Bon, là, je me suis mis un peu à la guerre de l'anneau, enfin, des jeux comme ça, D'accord. qui sont vraiment très bons. J'aime beaucoup Quartermaster General, ça c'est C'est très Olivier bien, de c'est Saint-Pont qui me l'a fait découvrir. Et, Ah, c'est très et ça, chouette. tu peux le sortir avec tout le monde, donc Ouais, c'est ouais. trop cool. Donc du coup, j'y joue beaucoup parce que ça c'est pareil, il est assez accessible. Et là, sur l'accessibilité, je vais dire un mot aussi. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Hein. Tu me coupes pas quand on en a. Il nous reste un petit quart d'heure Ouais, encore. ça suffit. Donc, en fait, sur la. Mais non, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je disais quoi Tu disais sur les jeux, bah là en ce moment t'es en train de jouer à... Oui, des voilà, jeux sur l'accessibilité, je vais y arriver. L'accessibilité du jeu, en fait, Defcon, il peut paraître compliqué et complexe. En fait, il est vraiment pas compliqué en termes de mécanique. Ouais. Tout ce que vous pouvez faire, c'est simple. Les mécaniques sont simples. C'est de la pose, c'est de la dépense de ressources, de la collecte de ressources. Il n'y a pas 50 unités sur le truc, il y a une unité par pays. Si le char en face il est plus gros, ben il va te bouffer. Enfin, c'est très simple. Ouais. Tout est très simple. Le truc, c'est que c'est dense à cause de la symétrie, et que forcément, quand on joue une partie à 5, t'as la France, tu dois déjà gérer ton bloc, et en plus, faut faire gaffe à ce que peut faire l'un, peut faire l'autre. C'est ça qui est complexe. C'est de dire, bon, alors l'américain, il a la lutte anti-sous-marine, le soviétique, il a les torpilles cheval, moi, j'ai mon 13e RDP, qu'est-ce que je peux faire avec les outils? Forcément, la première partie, tu vas te faire surprendre par certaines techs des autres. Ouais. Évidemment. Après, il y a les objectifs, moi, forcément. Sauf si t'as lu le petit livre. Et exactement, d'où l'intérêt du livre stratégique, de te dire, bah, Ouais. tu plonges pas dans l'inconnu, c'est 15 pages, c'est pas non plus. C'est pas une bible à lire. Et puis quoi. en attendant les joueurs et joueuses autour de la table, bah voilà, paf, Bah, tu lis ça chez voilà, toi, tu comme lis ça t'as ça, un c'est- petit. ouais, Et c'est t'envoies le bien. Et PDF. ça donne envie en plus. Et bim, ouais, et comme ça, regardez à quoi vous attendre et poncez un petit peu pour voir aussi quelle faction vous avez envie, quel Exactement. bloc vous avez envie de. Alors, on est 4 joueurs et je pense que ça va être énorme. Ouais, à 4 c'est très bien. Alors à 4, Merlin le chanteur, si tu veux commencer Le à jouer à chanteur. 4, tu claques directement le scénario Est contre Ouest. C'est beaucoup plus simple à gérer en termes pour une première partie. Tu vas t'éclater, tu vas avoir le côté un peu boum boum rentre dedans. Et après tu pourras passer, donc à 4 c'est vraiment très bon. Et Defcon 1 parce qu'il y a un 2, donc non. En fait, nous, R1, on l'appelait Defcon 2, c'était le nom de code. En fait, drôle. Defcon 1 s'appelle comme ça à cause de l'échelle Defcon. l'échelle Defcon américaine. Tu iras voir, tu remonteras sur le chat pour voir. Et effectivement, il y aura peut-être un jour un jeu basé sur le même moteur, j'espère, peut-être, on verra. Hein. Tout dépendra comment Defcon fonctionne, Oui. hein, on va pas se mentir. Sur la suite. Euh, Era, tu disais. Et voilà, Era qui franchement quasi fini, enfin dans ma tête après. Pas forcément dans la tête d'Olivier si c'est avec lui que je le fais, c'est un autre débat. Et très méticuleux, très méthodique. C'est pour ça que Defcon est arrivé là où il en est, c'est aussi parce qu'il était intransigeant et pour parler un peu vulgairement, il les a bien brisés sur certains trucs. Vraiment, non, ça va pas. Et parce que des fois, on a envie, en cours de développement, on est fatigué. On va dire, ouais, bon, ça c'est pas parfait, c'est pas grave. Non, c'est grave. Et On va changer ça. on a déjà 3 ans de développement, tu vas pas. C'était bon, heureusement que. Bah, en De tout temps en temps, cas. il faut avoir un mec qui te met un coup de fouet. Bah ouais, non, mais c'est chouette. Bah, Ouais, c'est cool. Au final, là, pour conclure un peu, c'est de se dire que c'est un jeu qui a été fait avec passion, parce que Ah ouais, c'est un jeu complètement, vraiment ouais. qui a été équilibré. On sent derrière qu'il y a beaucoup de développement, il y a beaucoup de choses qui ont été pensées pour les joueurs et joueuses, pour que les gens, finalement, se l'approprient aussi. On sent qu'il y a de l'amour dans le jeu. Ça se ressent, en fait, parce que avec les guides, avec justement tout ce qu'on peut retrouver dans la boîte, toutes les mécas, tout l'équilibrage, on sent qu'il y a du temps qui a été investi dedans, pour que derrière, ça soit le plus agréable à parcourir et que les personnes passent un super moment. Quoi, C'est autour ça, du on jeu. a essayé vraiment de tout faire pour que le jeu. Alors, on n'avait pas de gros moyens marketing pour faire connaître le jeu, donc on s'est dit, on va tout miser sur le bouche-oreille, sur le fait que le jeu soit bon, et si le jeu est bon, normalement, il va faire son petit chemin. Ouais. Voilà, on verra. C'est pour ça qu'avec des sites comme Board Game Geek, où justement les gens vont en parler, vont se dire « Attends, mais t'as essayé ça ?» Et c'est aussi ça, le côté rejouable à fond. C'est génial de se dire « Nous, on a vécu une partie géniale en faisant ça, C'est trop bien, quoi. Ouais, c'est vrai. Le partage d'aspect communautaire. Parce qu'il y a le côté storytelling qui va C'est intervenir. ça aussi. Ouais. Quand les gens ils me racontent leur partie, encore une fois, des gens que je connais pas, qui m'écrivent sur Facebook, Ouais. qui me disent ouais, hier on a fait une partie, oh, tu te rends compte, j'ai réussi envers les USA, c'est trop bien, avec l'URSS, Ouais. l'Amérique était rouge et tout. Et les gens ils se font une histoire, et c'est ça que Ouais. je voulais. Ouais. Alors, et puis bon, évidemment, c'est plus agréable que ça se passe sur une table de jeu qu'en vrai, voilà, donc ça fait aussi, parce que là aussi sur le thème, on m'a des fois dit, ouais, avec l'actualité et tout, c'était compliqué. Je dis, ouais, bon, c'est un jeu, calmez-vous. Forcément, le jeu d'histoire, il va y avoir des
des choses qui se passent qui sont pas Jojo, c'est comme ça, c'est un jeu Bien d'histoire. sûr. Donc, voilà. Juste, j'y pense, on parlait de joueurs et de joueuses, juste un mot sur les joueuses. Parce que quand j'ai fait, au début de la phase de test, quand je me trimballais un peu avec mon jeu à droite à gauche, en fait, j'ai remarqué que les filles avaient peut-être un peu de réticence à venir autour d'une table sur ce type de jeu. Sur les jeux de Wargame, de Voilà. manière générale, il y a ça aussi sur la figurine ou le jeu de rôle. Ouais, c'est vrai. Et moi, j'allais les chercher, je dis non, viens, assieds-toi, si ça t'emmerde, tu te barres. Y a pas de problème, je me vexerai pas, tu te caresses, tu dis salut, c'est pourri, et je me barre, pas de problème. Et en fait, j'ai déjà eu des tables complètes avec des filles et tout, et en fait, elles se sont vachement prises au jeu parce que c'est pas Pampan Rambo, quoi. Je veux dire, il y a de la tactique, il y a de la réflexion, il y a de la gestion de ressources, et je veux dire, il faut que. On parle des films, on peut parler aussi des joueurs qui n'ont pas l'habitude de ce type de jeu. Il faut franchir le pas, il faut venir jouer à ce type de jeu, voir qu'en fait c'est abordable, c'est marrant. Il y a une différence culturelle que j'ai remarquée entre les mecs et les nanas, c'est que nous les mecs on est très cons. Quand il y a un joueur qui nous attaque, on va vouloir lui remettre la ressource en disant ah tu vas attaquer, je t'attaque là, tu vas attaquer là, bah je te rattaque là. Les filles, elles restent calmes et posées, moi j'ai un objectif à faire, vas-y attaque-moi si tu veux, moi je fais mon objectif. Et des fois, vraiment j'ai remarqué que sur quelques parties, elles ont mis des rousses parce que elles restent focus, et ça bon. Je suis pas sociologue, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite différence dans le jeu avec ça, quoi. C'est chouette avec des jeux comme ça parce que nous, on avait cette discussion avec le Wargame de manière générale. Il y a un éditeur qui s'appelle Chacos qui cherche justement à rendre des Wargames plus accessibles. Et en fait, c'est vrai que ça fait peur, en fait, comme le jeu de rôle. De plus en plus, ça se popularise grâce à des jeux comme ceux-là, comme Defcon 1. En fait, on se rend compte. Parce que même moi, hein, qui suis un joueur de base, le wargame, des fois, ça me fait un peu peur. Ouais, ça peut effrayer, ouais. En fait, ça fait peur. Et puis pareil aussi, parce que j'ai pas une conscience historique. Enfin, je connais plein de choses que j'ai appris à l'école, mais il y a plein de trucs aussi où soit je m'y suis pas intéressé, soit j'ai du mal à m'y intéresser parce que je connais pas le sujet, ou c'est des sujets qui sont assez niches. Donc c'est dur, en fait, de rentrer dedans. Et en fait, passer ce cap-là, grâce à des outils comme ceux-là, les gens se disent ah mais non mais en fait ça va. Moi j'avais ça avec des jeux comme Blitzkrieg qui sont des jeux de wargame qui durent 20 minutes. Mais enfin c'est très bien, ça. Et en fait tu te dis d'accord, ok, bon après ça me raconte rien, c'est sûr, hein, mais tu comprends que c'est le truc de guerre éclair, ça va vite, voilà. Ah d'accord, ok, machin, mais alors d'accord. Et en fait au moins ça te met une petite porte que t'ouvres, et en fait c'est bien, plus il y a ces petites portes qui s'ouvrent sur le wargame, plus les gens vont le connaître, plus ça va se populariser, moins ça fera peur. Toi tu disais que t'aimais le jeu vidéo. Il y a 30 ans, tu jouais à un jeu vidéo, t'étais quelqu'un de spécial, machin. Tout le monde joue aux jeux vidéo maintenant. Personne ne se cache, ce n'est plus infantilisant comme ça a pu l'être. Tout le monde joue aux jeux vidéo et tout le monde le clame. Regardez, j'ai joué au dernier, machin, etc. Ça a complètement changé. Et le jeu de rôle, ça commence à changer beaucoup, grâce aussi à la culture pop, les séries aussi, voilà, etc. Le wargame de plus en plus, là où avant c'était un peu pointé du doigt et c'était dans des séries qui montraient un peu soit des geeks, soit des machins, etc. Oui, on avait une image des joueurs qui étaient un peu... C'est ça, et ça évolue de plus en plus, et c'est ça qui est génial. Je trouve que grâce à des jeux comme ça, c'est vraiment des portes d'entrée et des ouvertures d'esprit sur ces jeux-là qui étaient un peu considérés comme des jeux de niche, quoi. Pour moi, en France, il y a 3 éditeurs qui essaient de populariser le wargame et ils le font bien. Et c'est génial que ça existe. Bien, mais c'est un sacerdoce. Hein. je le répète, quand je vois le travail que c'est de faire du travail de développement sur ce type de jeu, sortir des jeux comme Defcon, c'est un sacerdoce. Je veux dire, il faut en prendre compte que c'est vraiment c'est de la dévotion. Quand on se dit on fait un jeu, un gros jeu, voilà, c'est chaud, quoi. On a eu un raid de Lynx, il y a 87 personnes là qui nous rejoignent d'un coup. Bienvenue, on était en train de parler de Defcon 1, c'est un jeu de société en présence de l'auteur Florian qui est là et qui est justement un... Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Là il y a beaucoup de gens qui arrivent, bonjour tout le monde, bonjour, merci beaucoup. Salut. Merci LinkTS pour ton raid, merci beaucoup. Pour ceux qui nous rejoignent et qui connaissent pas la chaîne, on parle de jeux de société et donc aujourd'hui on reçoit Florian parce qu'il est auteur sur un jeu de société qui s'appelle Defcon 1 et qui est un jeu de wargame qui se passe pendant la guerre froide et c'est un jeu plutôt accessible, donc ça tombe bien si vous n'êtes pas très jeu de société et que vous avez jamais tenté l'expérience mais que vous connaissez un peu risque, parce que ce qu'il faut savoir c'est que c'est à la base ton essence de base c'était le risque et tu t'es dit tiens le risque, comment on peut faire un truc un peu plus cool, un peu plus équilibré, un peu plus et sur une thématique aussi qui est pas forcément populaire, et t'es parti sur Defcon 1 donc voilà, un jeu pour résumer ce qu'on a dit, un jeu de stratégie conquête qui est remis au goût du jour avec des mécaniques modernes, avec une grosse influence du jeu vidéo parce que ça se sent dans les arbres technologiques, dans le côté dans le graphisme et tout, voilà, où il y a vraiment une influence du RTS classique,
Et notamment, certains l'ont vu, le mouvement des non-alignés, donc la faction verte, hein, ceux qui sont ni à l'est ni à l'ouest, hein, ni capitalistes ni communistes. En fait, cette faction-là, elle a été dans ses mécaniques beaucoup inspirée par la Global Liberation Army de Command and Conquer Generals. Donc, Ah oui, je rends à César ce qui appartient à César. j'ai beaucoup joué à Command and J'ai Conquer énormément sur joué Play à One. voilà. Et j'ai pompé certaines idées de la GLA. Et il y a ce côté un peu pulp. C'est du Warto, hein, c'est du jeu voilà, de conquête, mais avec un côté un peu champagne, un peu spectaculaire, uchronique aussi, qu'on peut retrouver dans les Command and Conquer, hein, qui adorent jouer avec C'est l'Uchronie. vrai. Donc voilà, ça m'a forcément beaucoup inspiré. Donc c'est un jeu franchement accessible, n'ayez pas peur de vous lancer dans ce type de jeu. C'est sûr que la lecture des règles, bon bah, il faut prendre le matos, il faut un petit peu réfléchir, c'est un petit peu d'investissement quoi. Voilà. Mais après, on est sur un jeu de conquête où tu disais c'est des actions simples parce que C'est globalement très à son simple. tour, c'est on pose Bah, des on pions. le voit à l'écran, je veux dire, ça c'est la vidéo de présentation qui était sur Kik. On voit c'est de la manip de ressources, on voit voilà, il y a des petits jetons qui se bougent, il y a des unités, il y a une seule unité par zone, enfin tout a été fait pour que ce soit simple et très Oui, c'est visuel. pas le bazar sur le plateau. Non, c'est pas le bazar, c'est pas des petits trucs qu'on Il y a pousse des à la réglette. emplacements. Voilà, non mais c'est vrai, mais je veux C'est dire, vrai, enfin, hein. et encore une fois, j'ai rien contre ce type de jeu, un jour Non, non, bien j'aimerais sûr. jouer. Mais après, Mais c'était la volonté aussi de ça, de le rendre un minimum voilà, de rendre accessible. et, Je veux dire, et lisible en fait. Ouais. je veux dire, moi j'ai vu des wargames, voilà, à côté il y avait un dictionnaire pour bien réussir à y jouer, mais je veux dire, c'est très bien. C'est un autre type de jeu. C'est un autre type de jeu. Ouais. Là, Defcon 1, franchement, tout le monde peut s'éclater. Tout le monde retrouvera un petit peu ses billes si on s'intéresse un petit peu à l'histoire de la guerre froide. Je veux dire, il y a des petites références qui font plaisir. Voilà, c'est franchement, c'est abordable. N'ayez pas peur, mais je parle pas de Defcon 1, n'ayez pas peur de vous frotter à des jeux de stratégie, conquête et tout. C'est pas des jeux qui sont arides, au contraire. Mm. Je veux dire, et surtout, il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs. C'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est pas quelque chose qu'on va jouer chacun dans son coin. Il y a de l'interaction, les gens se parlent, les gens se chambrent. C'est ça qui est bon aussi dans ce type de jeu. Il y a de l'ambiance. Bah oui, Et je veux bien dire, sûr. on passe forcément une bonne soirée. Je veux Ah, dire, bien ça- sûr, c'est de la confrontation. Donc Et puis chacun rentre dans son personnage. Je veux dire, C'est ça. le russe, bah, il fait le russe. L'américain, il veut s'occuper de tout dans le monde. Hein, c'est lui le gendarme. Enfin voilà. Et puis les objectifs aussi, ça Bah, t'oriente à... Voilà, ça t'oriente. Donc il y a plein de choses à faire pour bien s'éclater avec le jeu. Et voilà, n'hésitez pas à vous y intéresser. On a remis le lien dans le chat. Merci beaucoup, Shkampu, qui est toujours là pour mettre les bons liens en bon moment. Donc merci C'est beaucoup. précieux, ça. Voilà, quelqu'un qui Ah, gère le Ouais, back-office. c'est génial. Non, mais c'est top. on a une communauté qui est Je vois ça, assez c'est super, incroyable. hein. Ouais, non, c'est non, super. c'est vraiment, vraiment chouette. C'est pour ça aussi que c'est agréable de faire des Twitch avec des gens qui suivent assidûment, pardon. C'est pile le genre de jeu qui me sauce, mais dont je sais à 99% que c'est le seul de mon groupe à vouloir y jouer. Justement, aussi, l'idée, c'est que t'as... faire rentrer les... En fait, ce qui est cool, c'est que dans les jeux comme ça, s'il y a une personne qui est intéressée, Ça suffit. ça suffit. Parce qu'après, en gros, quand tu connais les règles, etc., tu dis, bon, installez-vous, regardez. Ça se joue comme ça, comme ça, comme ça. Allez, c'est parti. Et en fait, ce que tu disais, toi, Exactement. quand tu le présentais, t'avais ça, en fait. T'avais ce... Mais moi, j'ai ne vous présenté le jeu, enfin, il faut quand même savoir pendant les tests, j'ai poussé le principe, hein, donc je parlais que j'ai pris des joueurs et des joueuses qui avaient jamais touché à un jeu de stratégie, et je suis allé prendre aussi une tablée d'enfants de 10 ans hein, pour tester. Ça, c'était Ouais. du crash test, hein. Mais ils m'ont surpris. Hein. Je dirais, il faut pas. Enfin, Ils jouaient même mieux que... ils avaient un petit peu background de jeu, j'imagine, hein, ils découvraient pas de Oui, société, bien mais sûr. et je veux dire, ils percutaient. Je veux dire, ça se joue, enfin, franchement, c'est abordable, tout le monde peut y jouer. C'est juste qu'effectivement, il faut un petit peu de volonté de s'y mettre, quoi. C'est tout. ça. C'est sûr que ça demande un peu d'effort. Pour répondre pour l'extension de KS, bah, malheureusement, pour l'instant, elle est sold out. Donc, peut-être un jour un reprint, mais pour l'instant... Voilà, après, soyez à l'affût, il y a peut-être des gens qui voudront Oui, la c'est revendre, ça. ou j'en sais rien, c'est toujours pareil avec C'est ça. le marché de l'occasion. C'est ça, n'hésitez pas à garder un œil là-dessus. Voilà, garder un petit Et œil. puis si le jeu après fonctionne, j'imagine que s'il y a un reprint, je vois pas pourquoi il serait pas Moi, proposé. je pense, À ou voir. dans une grosse boîte qui rentre, je sais pas. Donc ça, après, ça, c'est pas Une mon big ressort. box. J'ai Ouais, grandi une avec big Risk, donc clairement le jeu m'intéresse beaucoup. Oui, je pense que si vous Ouais, aimez carrément. Risk et si vous aimez Ah oui, oui. d'autres jeux dans le genre qui soient pas forcément des wargames, hein, ça peut être aussi du small world ou des jeux de conquête plus... Ouais, voilà, plus léger, entre plus guillemets. léger. Si vous... En fait, il peut y avoir une évolution. Je veux dire, des joueurs qui jouent déjà un peu à Small World, qui ont joué un peu à Risk, je veux dire, Defcon, ils vont y arriver. Hein. Ouais, Et bah ils oui. vont retrouver leur marque. Après, c'est sûr que ça demande un petit peu de travail. Un petit peu de lecture de règles et tout, parce que bon, voilà, c'est un petit peu touffu quand même. Ça reste... oui, c'est Oui, ça. reste- Ça- Si on a un peu de profondeur stratégique, il faut un petit peu... Et puis derrière, si tu veux aller plus loin et que tu veux commencer, ce qu'on disait, s'approprier le jeu, parce que c'est un jeu aussi qui a ce potentiel-là de pouvoir se faire poncer, en fait, ouais, que les ouais. gens puissent jouer à plusieurs parties. Il a ce potentiel-là, donc tout est possible. Ce qui est bien, c'est qu'au moins ça s'adresse un peu à tout le monde.
Je crois que on va terminer là-dessus. Merci en tout cas beaucoup à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Merci beaucoup. Ouais, merci. Florian, Hein, c'était vraiment j'ai top. vraiment ravi de l'invitation. Comme je disais à mon antenne, Philibert, bah, moi, comme je suis du coin, forcément, je connais bien. T'étais un joueur. J'étais un joueur et un j'étais client un de boutique. Voilà, et le fait de Sur un jour les, me sur les retrouver figurines ici, Warhammer. voilà, Ouais. surtout sur le Warhammer, et aussi les premiers jeux de société un peu sérieux, ça venait de chez vous, et c'est vrai que là maintenant me retrouver un peu derrière le rideau et tout, ça fait vraiment plaisir, quoi. Franchement c'est top. Bah, franchement, Merci, hein, franchement, super. avec gros plaisir. Merci Florian pour le partage. Merci pour cette présentation. Merci à celles et ceux qui étaient présents pendant ce live. Merci Je à vous tous. envoie en raid chez Ultia qui est en train de jouer à un jeu vidéo, je pense. Eh bien, on se reverra très probablement, j'espère, pour peut-être Hera. Peut-être, voilà. Peut-être Ouais, Hera ou y a pas de peut-être une raison. réédition. Avec grand Si plaisir ça en se tout cas. passe bien, voilà, il y aura Ça m'a fait vraiment Defcon plaisir 2. aussi de parler du jeu avec toi aujourd'hui. Ouais, c'est top. Eh bien, merci beaucoup à toutes Merci et à à tous. tous. Et puis, très bonne soirée. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Salut, salut! Ciao.